talk, rock and hip-hop radio station. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous. Ah, que je suis contente et que j'aime donc ma job. J'aime CJMD Lévis parce que nous sommes une belle radio alternative ayant plus de 60 000 auditeurs en moyenne. Et notre émission est l'une des plus écoutées avec plusieurs milliers d'auditeurs. Imaginez-vous donc. Ça prouve que les gens aiment entendre parler de ces sujets tabous et que, comme nous, vous voulez comprendre les phénomènes inexpliqués. Mais savez-vous que notre émission, comme la nôtre, elle est unique au Québec? Bien sûr, je veux dire par là qu'une émission sur bande FM d'une durée de 2 heures comme ça, sur bande FM, il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment le fun de voir qu'en prenant la barre d'une telle émission, qu'elle ait autant de succès. Alors, je tiens à vous remercier du fond de mon cœur pour votre écoute, pour tous vos commentaires très positifs à l'égard de notre émission. Merci aussi aux nombreux commanditaires et publicitaires qui croient en nous. Ça, je tiens à le souligner. Bravo. Oui, bravo, certain. J'ai tellement de matériel à vous présenter et des sujets tout aussi diversifiés que ma grille horaire est bien remplie jusqu'à la fin juin. Même qu'en septembre, on va continuer avec sur le même rythme avec des invités tout aussi passionnants. Ça risque d'être très, très intense jusque, je vous dirais, en décembre. C'est pas mal prévu dans ma petite tête. Mais je vous rappelle tout de même que tout ce qui est dit ici, soit par mes invités ou moi-même, sont des théories selon nos recherches, nos vécus, nos expériences ou notre façon de voir les choses. Donc, je vous impose pas d'y croire à 100%. Je sais que plusieurs d'entre vous qui vivez des trucs étranges, soit fantomatiques ou ovnis, et que vous gardez pour vous vos expériences de peur de ce que les autres vont vous dire ou vont dire de vous, que ce soit vos amis ou votre famille. Je trouve ça très désolant de constater une telle fermeture d'esprit de vos proches. Je vous comprends tellement. De mon côté, j'ai la chance d'avoir une belle grande famille très ouverte et ils sont fiers de me voir aller et de m'entendre parler ouvertement de tout ça. Ils me le disent même que j'ai du cran. Et c'est vrai que j'en ai du cran parce que ça n'en prend du cran pour faire une émission de ce genre-là. Ce qui m'aide, ça m'aide beaucoup aussi à me foutre de l'opinion des autres face à tout ça. Je le prends avec un détachement, j'en ris en fin de compte. C'est justement grâce à ça et à cet appui-là que j'ai d'eux que je suis comme ça. C'est le fun de se savoir appuyer dans ce qu'on fait et ce qu'on peut dire ou notre façon de voir. Excusez-moi. Ils savent bien que j'ai toute ma tête, pour commencer, et que je consomme pas, je prends aucun médicament, j'ai pas rien pour halluciner, mais que j'ai vécu aussi des expériences parfois très étranges. Puis parmi eux, j'ai une sœur qui a des théories un peu différentes des miennes. Je dirais un peu parce que mettons que notre façon de voir est un petit peu différente, mais en tout cas, bref, on va en jaser un petit peu tantôt. Mais imaginez-vous donc nos parties de famille. Alors, c'est assez spécial parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est de ça qu'on parle, les phénomènes inexpliqués, ma sœur et moi. Au début, ça aiguisait ma patience, je vous avoue, parce qu'on n'était pas sur le même point et je pensais qu'elle était sceptique. Ce n'est pas le cas. Elle a juste une vision alternative et différente de la mienne de voir les choses. Elle est justement avec nous au téléphone. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça va bien? Oui, bonjour les auditeurs. Oui. Je vais essayer de parler correctement. C'est ma première, moi, là, à la radio, là, faut dire, là. Hein? Bon, ben on fêtera ça. Ben oui, c'est vrai, comme tu disais en intro, c'est vrai que les parties de famille, c'est parfois assez animé, disons. Parfois, oui. Donc, ouf.
certains, des fois, mon fiancé, je dirais pas qu'il est découragé, là, mais ça le fait rire. Ça le fait rire. Parce que des fois, Ben, je t'avoue que des fois, j'aurais eu le goût de t'arracher la tête, mais coudonc. Arrête donc. C'est parce qu'on se comprenait pas. Mais je comprends, tu sais, à force de discuter, on comprend que tu as un point de vue carrément différent du mien, puis c'est ça que je trouve intéressant. Puis je dis pas que tu as tort, mais je dis pas que tu as raison non plus, parce que tout est possible, hein? Tout est théorie. Oui, effectivement. Puis effectivement, puis pour de mon côté, c'est pareil. Je dis pas que j'ai raison, même malgré que j'ai vécu des expériences moi-même, je sais ce que je parle par mon vécu. T'as pas eu ce vécu-là, fait que t'as une vision différente, mais quand même intéressante pareil. Je te le donne. Oui, mais ça, c'est ce que les gens ne savent pas non plus à la radio, là. C'est que toi, ta perception vient de ton... c'est naturel pour toi d'être comme ça. Une sensibilité. On a toutes dans la famille une sorte de sensibilité, mais la tienne est légèrement accrue. Je veux dire, t'es pas... T'es différente des autres morts. Il faut dire qu'aussi, on est 8 enfants chez nous. Hein? Mm-hmm. On est 8 enfants. Fait que s'il y a du monde dans le cabane, on a toutes nos opinions et nos façons de voir les choses. Mm-hmm. Mais c'est quand on le vit, comme Hélène, en fait, c'en est un exemple aussi. Elle a vécu une expérience un peu semblable à la mienne, je dirais. Mais c'est ça. Tu sais, toi, tu as une vision différente, mais ça a du sens ce que tu dis parce que je trouve que tu as un côté plus scientifique. Puis je sais que tu fais beaucoup de recherches aussi côté scientifique. Tu as toujours été une petite scientifique. Je sais pas si c'est le fait que tu aies reçu un trailer sur la tête quand tu étais jeune. Ça a modifié ton cerveau ou je le sais pas, là. Ben, ça m'a rendu plus intelligente ou l'inverse. Ça m'a rendu plus folle. C'est selon, là. C'est selon, là. Alors, moi, j'ai tendance à penser à la première, là, évidemment. Là. Mm-hmm. Je serais la plus sensée, là. Mais non, mais toi, quand tu étais jeune... Tu sais, moi, j'ai, à part ce trailer-là qui m'est tombé sur la tête, c'est vrai que ça fait dur à dire... tu sais, les gens ne doivent pas comprendre, mais que c'est ça, cette affaire-là, un trailer sur la tête, un trailer sur la tête. Qu'est-ce qu'elle dit là, elle? J'ai simplement joué en dessous d'un trailer avec mon voisin, puis il a décidé de sauter dessus. Tu sais, les trailers, les espèces de... des remorques penchées. Puis lui, il a sauté dessus jusqu'à moi, j'étais en dessous. Elle t'a balancé royalement sur la tête. Ça a fendu solide, là. Oui. Ça, c'est... Chance que notre père connaissait les premiers soins. C'est comme ça que j'ai pu être soignée. J'ai encore la cicatrice, là. J'ai une belle cicatrice sur la tête à cause de ça, là. Un petit manque de cheveux à cette place-là aussi. Oui, à un moment donné, je m'étais coupé les cheveux assez ras, puis on la voyait très bien. Mais ça fait pas de toi de quelqu'un de plus weird pour autant. Je trouve que au contraire... Sérieusement, je te lève mon chapeau. Tu fais des vraies belles recherches côté. Puis ça m'aide. Malgré tout, là, même si on s'ostinait souvent puis que je voulais t'arracher la tête, là, mais ça, ça m'aide parce que ça me fait me rasseoir et me dire, attends un peu, là, énerve-toi pas, il y a d'autres visions, il y a d'autres... Puis je me dis en même temps que les gens qui sont sceptiques, ils peuvent avoir une autre vision différente de la mienne aussi, comme toi, tu l'avais, mais... en tout cas, ça aide, même si ça travaille une patience, là, mais ça aide, par exemple. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que tu dis que je fais des recherches. En réalité, je fais pas de recherche. Ça arrive dans ma tête en fou. J'ai des idées de malades qui viennent dans ma tête. Je me mets à analyser toutes ces idées-là qui me viennent. Puis je fais pas de recherche. Je peux pas dire que je fais de recherche. Je suis juste, comment dirais-je, cinglée. Ouais, c'est voilà, c'est ça, je suis cinglée. Mais toi, quand tu étais jeune, tu sais, moi, on parle de moi avec un trailer. Mais toi, quand tu étais jeune, quand tu as eu 4 ans, ça, les gens ne savent pas. C'est que toi, tu t'es noyé quand t'es mort. Quand tu avais 4 ans. Ben, en fait, oui. J'en ai parlé dans mon livre, L'univers de l'inexpliqué. Oui, effectivement, on m'a retrouvée sans vie, inerte, avec l'écume qui sortait de la bouche. J'étais vraiment dans le fin fond du bain, l'eau par-dessus la tête. Et comme je m'amuse à dire, maman m'a donné la vie et papa me l'a redonnée parce que c'est papa, dans le fond, qui m'a qui m'a obligé de me faire le massage cardiaque et tout, me sortir de là. Je suis allée de l'autre bord, comme on dit.
Sauf que moi, j'ai pas vu le tunnel puis la lumière. Je m'en souviens pas. Je me souviens juste à mon réveil que j'étais couchée au pied du lit, que je te voyais avec les doigts dans le nez, à t'accrocher après la jupe de maman, puis à te demander qu'est-ce qui se passe, puis tout, là. T'avais les doigts dans le nez, moi? Oui, t'avais... Ah, mais oh my God. Là, comme vous pouvez voir, on est très naturel, ma sœur et moi, et on dit ce qu'on pense et on reste... mais dans le fait, on veut vous faire rire aussi parce que on est comme ça. C'est tout simplement ça. Ben oui, parce que de nature, moi, je suis clown, tu sais. Mm-hmm. C'est ma nature d'être clown. D'ailleurs, il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Il faut que je fasse très attention. Mais avouons qu'on est chanceux, par exemple, chez nous, la famille, parce qu'il y en a bien du monde là, qui vivent pas ce genre de relation-là avec les frères, sœurs ou parents. Oui, j'ai un ami, moi, justement, qui il travaille dans le domaine... il travaille dans le domaine hospitalier. Et puis... ça lui est déjà arrivé d'être témoin de choses, de vivre des choses, de ressentir des choses dans l'hôpital. On sait que c'est un endroit où il y a beaucoup d'activités, entre guillemets. Effectivement. Puis, mais sa famille, lui, est très catholique. Tu sais, c'est genre, tu meurs par rendu en enfer, c'est tout, là, t'as rien d'autre, tu sais. Okay. Quand lui commençait à s'exprimer là-dessus, ben écoute... il reject, là, tu sais, je veux dire, non, là, t'es fou, toi, là, t'as pas rapport pas tout, là, c'est pas de même ça marche, là. Bien, justement, tu dis ça tantôt, justement, qui travaille dans le milieu hospitalier. C'est vrai qu'on a plein, comme le fils de mon ami Luc aussi, travaille dans le domaine hospitalier. Ils ont été témoins de tout ça. Puis tu vois, ils n'osent même pas en parler aux autres employés quand il arrive quelque chose à l'hôpital parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça, ces phénomènes-là. Quand même que tu dis, j'ai vu une masse noire à côté de la dame dans son lit ou j'ai vu cette espèce de brouillard qui est sorti du corps lorsqu'elle est décédée ou peu importe. Tu peux pas parler de ça à tout le monde parce que, justement, tu fais comme... Tu peux perdre ta job, tu peux être... je dis pas irradié, là, mais il y en a que... Tu sais, il faut que tu fasses attention. Surtout dans le niveau hospitalier, c'est pas tellement ouvert sur ce côté-là. Mais je comprends tellement ce que ton ami vit, là. Tu dis que chez lui, en plus, mais lui, qu'est-ce que ça fait, lui, à travers sa famille, en fait? Ben, il les rejette. Je dirais pas qu'il est banni, là, mais il n'y a plus de contact avec les autres parce qu'il le considère comme un fou, là. Je dirais, sa manière lui, il a sa manière de voir les choses parce que, justement, il vit des choses. Sa manière de voir, ben, ça le rend différent des autres membres de sa famille, que les autres, ils rejettent ça complètement, là. Mm-hmm, c'est sûr. C'est un non-sens. Quand tu meurs, tu vas au paradis ou tu vas en enfer, c'est tout. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Tu reviens pas sur Terre nouantée, là. Pour eux autres, c'est impensable, là, tu sais. Mm. Donc, il y a bien des familles catholiques comme ça qui sont fermées. Puis même si nous, dans notre famille, on a été élevés dans le catholicisme, là. On est élevés comme ça. Ah ben oui. Dans les 8 enfants, t'as une branche de vieux, puis t'as une branche de jeunes. Là. On a 2 générations dans la famille. Ouais. On a été élevés différemment, là. On a été éduqués différemment de ce côté-là. Mais ça ne nous empêche pas de nous rejoindre, de respecter nos points de vue, même si certains comprennent pas exactement ce que certaines autres peuvent vivre, mais le respect est quand même là. On est tous ouverts dans la famille à la discussion. Si quelqu'un vit quelque chose, il n'y a pas personne dans la famille qui va le pointer du doigt, là, puis qui va dire il va dire ça, là. Non, il n'y a pas ça dans la famille chez nous. C'est vraiment... C'est ça qui est le fun. Puis sans cette ouverture d'esprit-là dans la famille, écoute, je pense pas que tu serais là aujourd'hui, là. Non, justement. La famille, là. Justement, c'est ça qui m'aide parce que si j'ai l'appui de mes 8 frères et sœurs, les parents, ben, en tout cas pour ce qui reste, parce que mon papa est décédé au mois de novembre, mais ça aussi, c'est un truc qui est arrivé, justement. Qui m'est arrivé depuis que mon père est décédé. Il s'est produit des phénomènes suite à ça. Mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera, là, mais ça m'arrive souvent de vivre des expériences. Je ne dis pas que c'est officiellement toujours que j'ai raison dans ce que je dis, mais quand je ressens quelque chose et que je le dis, je sais comme
quand j'expliquais justement le fait d'avoir eu une visite de papa, si on veut, et que j'en ai parlé au reste de la famille, ils sont tous là à écouter. Puis oui, ils croient à ce que je dis parce que ça a du sens que ce que je dis. Je pense juste à quand on a fait la préparation pour les obsèques et que c'était le choix musicaux qu'on devait faire mettre pour l'église. On s'est toutes mis à pleurer, pas parce que papa était pas là, c'est parce que on ressentait sa présence tellement fortement, mais surtout à certains moments plus particuliers que d'autres, c'est quand on faisait des choix et j'entendais carrément, clairement dans ma tête au point de ressentir, et Hélène a senti et entendu la même chose que moi au même moment, comme quoi que cette chanson-là, je la veux, j'aime ça. Tu l'aimais, ça, j'aime ça. Ça va être très beau. C'est spécial, là. Quand t'es deux à entendre la même chose au même moment et ressentir et de voir un genre d'ombre passer ou je dis pas une ombre, mais c'est comme, oui, on peut dire un ombre. C'était pas une masse épaisse ou c'était un petit peu translucide, mais en même temps sur un coin de l'œil, mais on l'a tellement vu et senti en même temps. Tu peux pas croire que ça se peut pas, là. C'est ça. Ah, ça, moi, je disais pas à ce moment-là, fait que je l'ai pas vécu, là, malheureusement. Là. J'ai pas été témoin de ça, là. J'ai pas vécu cette chose-là parce que j'y étais pas, là. Mais des choses comme ça, il t'en arrive tellement, là, depuis, mon Dieu, je pense que la première fois que t'es arrivé quelque chose de hot, c'est quand t'as eu tes 18 ans. Oui, on en reparlera. Tu vas sûrement en reparler une autre fois, là. C'est pas tout à fait le but de... Mais bref, il se passe tellement de choses, là, dans ton environnement à toi, là, premièrement, là, c'est clair que t'as une sensibilité plus différente que les autres. T'as un petit quelque chose de différent, là. Oui, ça, c'est sûr. On a un peu tout, mais toi, vraiment, c'est dans la famille, là, c'est... Je suis la winner. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai gagné le jackpot des sensitives. Non, il y a Hélène et tout qui est pas si pire, en fait, là. C'est vrai, moi, je gagne des cicatrices. Écoute, gagne des cicatrices. Chacun nos affaires. Mais je sais que je veux pas faire toute une façon différente de voir ce qu'on peut vivre. C'est comme, tu crois pas vraiment aux fantômes, mais tu crois qu'il y a quelque chose dans une autre dimension. C'est ça que les gens, qu'il faut aussi discerner, c'est que les gens, parce qu'il y a des choses auxquelles je ne crois pas, on me dit de moi que je suis une sceptique. Mm-hmm. Ce terme-là, c'est pas bon. Quelqu'un qui est sceptique, c'est quelqu'un qui va renier l'existence de... Ou qui croit pas, tout simplement. Ben... Parce que déjà, en partant, quand on dit paranormal, juste le terme paranormal, c'est aux gens, paranormal, c'est égal, pour la majorité des gens, paranormal égale fantôme. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça que les gens le voient, par les films, par les livres, par les vidéos sur YouTube. Pour eux autres, paranormal égale fantôme. Mais c'est plus vaste que ça, le paranormal. C'est beaucoup plus vaste. Ben oui. Je veux dire, ça peut être la médiumnité, ou ça peut être... je sais pas, mais c'est beaucoup plus vaste. Les choses qu'on peut ressentir ou qu'on peut voir, peut-être même que ça englobe non, peut-être pas les ovnis. Ça, j'embarquerais pas là. Quoique, ça dépend. Ça dépend. Mais en tout cas, bref, le paranormal, c'est un sujet qui est vaste. Donc, moi, de mon côté, je dis pas que je ne crois pas au paranormal. Mm-hmm. Je ne crois pas à l'explication que les gens en font. L'explication normale, moi, j'ai une autre explication. Mm-hmm. Mais ça ne renie pas pour autant qu'une personne peut vivre ou ressentir des affaires. Ça, je ne renie pas ce fait-là. Mais ça justement, parce que là, aujourd'hui, mon émission est tellement loadée, mais ça, justement, ta vision des choses, ça, à un moment donné, j'aimerais ça que tu reviennes à l'émission et que tu en parles, parce que je donne un cue en même temps. Je reçois un scientifique dans 2 semaines. Il va nous parler de schizophrénie, de ceux qui entendent des voix versus ceux qui entendent des voix, mais dans le sens paranormal. Il est capable de dire comment différencier ces genres de personnes-là. Mais tu vois, dans ton cas, peut-être en septembre ou une autre journée d'ici juin, si on est capable, j'aimerais ça que tu m'expliques ta théorie. À propos des points d'Azé?
Aussi. Les fameux points d'Asie que... Ouais, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Là. En 20 minutes, oublie ça. Là. Je peux pas expliquer ça en 20 minutes. C'est vrai que c'est assez compliqué. Là. Si je te dis science, scientifique et curiosité, tu me dis quoi? Si tu me dis ça, scientifique et curiosité? Moi. Versus science versus curiosité. Parce que je pense que c'est assez curieux, ça aussi. Là. D'après moi, Parce que être scientifique, c'est avant tout être curieux. Là. Je veux dire, les gens, quand on parle de... Ça, c'est une autre affaire en paranormal, quand les gens ils pointent du doigt les scientifiques. Tout est scientifique, c'est des sceptiques. Non, effectivement. Faut voir ça. Effectivement. Parce que, tu sais, comme moi, je dirais pas que je suis une scientifique, mais je vais dire que j'ai l'esprit scientifique. Parce que, tout comme toi, on est curieux, on veut savoir, on essaie de comprendre, on essaie de décortiquer, on émet des hypothèses, des théories. En cela, on a un esprit scientifique, mais on n'a pas de petit papier sur le mur encadré, là. Non, c'est ça. On n'est pas des scientifiques attitrés, mais on est quand même scientifique dans le sens qu'on est curieux. On veut savoir, on veut apprendre, on avance, on recherche. C'est en ce temps-là qu'on est scientifique. Donc, de dire qu'un scientifique est un sceptique, c'est pas bon. Non, parce que il y a des scientifiques, justement, qui font des recherches, qui tentent de faire des recherches à savoir s'ils vont avoir le montant d'argent requis par un laboratoire ou les universités quelconques. Ça, c'est un autre paire de manches, là, parce que ça touche vraiment un côté... c'est assez touché, là. C'est touché. Mais c'est vrai, il y a des scientifiques qui sont ouverts d'esprit, puis il y a des scientifiques qui sont fermés zéro avec une barre. Là. Ça, essaye même pas, là. C'est le ciel est bleu, la mer est calme. Fait que c'est ça. Ça s'arrête là. Maman. Généralement, pour les scientifiques... Je vais te laisser dire la suite. Généralement, pour les scientifiques, t'as ceux qui sont... OK, t'as ceux qui sont... Quand on parle scientifique, les gens voient toujours ceux en arrière de bureau, avec une blouse blanche et les petites lunettes, là, puis qui avec sa crête sur le tableau, là. C'est des gens, c'est pas d'autre, c'est ça, là. Non, mais ce n'est pas que ça. Les scientifiques, t'as des gens sur le terrain, t'as comme les archéologues, les anthropologues, qui sont sur le terrain, ils n'ont pas aux yeux de leur petite lunette. Toi, imagine un peu le monsieur qui est sur lunette qui glisse toujours sur son nez, qui remonte ça avec son majeur devant son boss. Tu sais, l'image du scientifique de même, qui est un peu écœuré. C'est comme ça que je le vois dans ma tête. C'est vrai que dans ma tête, à moi, c'est... Ah oui, j'ai toute l'image en même temps. Ah, le monde va dire qu'ils sont vraiment cinglés dans cette famille-là. Mais oui, on est cinglés, on s'assume. Mais c'est parce qu'on en rit, c'est ça l'affaire. On en rit, mais on essaie de comprendre pour vrai. Je dis pas que je vais rire de gens qui vivent des phénomènes, parce que j'en vis moi-même des phénomènes. J'en ai été témoin, l'expérimentation aussi qui rentre en ligne de compte, là. L'expérience. Mais c'est ça. Chantal, on va être obligé de garder... je vais te garder en ligne jusqu'à la toute fin de l'émission. Je vais faire une petite pause parce qu'on va présenter notre prochain chroniqueur ici, qui est Jean Morissette. Très intéressant ce qu'il a à nous dire. Fait que garde la ligne et je vais te garder en sous-silence. Mais après ça, on va aussi parler avec Jean-François Primo, à qui on n'a pas parlé la semaine dernière. On était comme pas en possibilité. Fait que garde la ligne, on s'en va en pause. OK. Bon retour à tous ceux qui nous écoutent et qui font des petites pauses sur la route durant l'été, comme à Sainte-Croix, Lobinière ou des choses comme ça. J'ai un petit cadeau pour vous, chers auditeurs, d'une valeur de 20 pour le Snack Bar Sainte-Croix. Ceux qui font du fritou, en passant.
Ils nous ont offert un petit bon d'achat de 20 $. Fait que le premier qui va me dire et qui va m'écrire le titre de l'émission, c'est aussi simple que ça, par texto, ben c'est vous le gagnant. Fait que je vous annoncerai d'ici la fin de l'émission. On a maintenant Jean-François aussi au téléphone. Bonjour Jean-François. Salut Carole. Comment ça va? Ça va bien. Petite pause la semaine dernière. Ben oui, écoute, ça t'étais super occupé. Moi, ça m'a permis de faire un petit ménage dans mes dossiers ufologiques. Donc, c'est bien mérité, cette pause-là. Ben oui. Ça va? Ben oui, ça va. Hey, j'ai oublié de dire le texto, ceux qui veulent. J'ai pas dit le numéro du texto. Ben oui, je dis que je vais faire tirer 20 $. Le premier qui me dit le titre de l'émission, puis je dis pas le numéro. Le numéro pour rejoindre par texto, c'est le 581-500-1196. 581-500-1196. OK, on continue. Tu me disais... Bonne chance à tout le monde. Hein? Ben oui, bien sûr. Bonne chance à tout le monde. Bien sûr. Mais c'est ça, la semaine dernière, j'avais tellement d'invités aussi en studio que j'avais même pas 2 secondes pour te placer à quelque part. C'est fou. C'est fou. La semaine prochaine, je t'annonce que tu vas être encore en congé. Parce que je reçois Jean Lavergne qui est présentement dans le coin du Nouveau-Brunswick et ça va être une émission complète avec lui. À ne pas manquer, un très, très, très super personnage, M. Lavergne. Ben oui. D'ailleurs, on le connaît d'ailleurs pour l'OVNI Show. Hein. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de mon intro, Jean-François, quand je parle des familles? Ah, écoute, je trouve que c'est une belle chose parce que c'est vrai que ceux qui vivent des phénomènes paranormaux, là, je vais tout mettre ça dans le même sac, là, ovnis, fantômes, monstres, du Loch Ness, et ainsi de suite. C'est dur pour quelqu'un qui vit quelque chose de se confier à sa famille, spécialement quand on vit des phénomènes. Bon, là, je vais creuser un peu. On parle peut-être de mort, sortie de corps, ENI, ou même observation d'objets, ou vision fantomatique d'un parent décédé. C'est toujours touché, puis c'est vrai, hein, quand on fait l'observation de ces générations-là, l'ancienne génération, grand-papa, grand-maman, ma tante, mon oncle, versus petit-fils, hein, c'est des adolescents qui sont peut-être plus ouverts sur le sujet, parce que, tu sais, le temps avance, il y a des choses qui deviennent peut-être plus abordables ou peut-être plus normales en 2018. Puis aussi l'aspect religieux. Donc, je suis très, très d'accord avec le point de vue. C'est bien qu'on en parle aussi. Bien sûr. Bien justement, toi, est-ce que tu as vécu ça un peu, ces phénomènes-là, de je sais pas, de te faire traiter de fou par ta propre famille ou maintenant c'est... Je te dirais que, je te cacherai pas que, tu sais toi-même, là, que mes 2 parents sont décédés du cancer. Mm-hmm. Et moi-même, je ne pense pas en parler aujourd'hui, mais je vais te suivre là-dedans. Moi-même, tu sais que j'ai déjà vécu, en tout cas, je crois avoir vécu une expérience de sortie de corps suite à une soirée trop bien arrosée. Mm-hmm. Donc, c'est à partir de là, puis un accident, mais c'est suite aussi à ça que j'ai peut-être, je ne veux pas dire que j'ai développé absolument, mais peut-être que mon intérêt pour le paranormal a été augmenté, on peut dire ça comme ça. Ta curiosité aussi a fait... parce que quand tu vis ça, tu essaies de vouloir le comprendre de toute façon, puis premièrement, tu n'en reviens juste pas. Quand tu vis quelque chose comme ça, puis voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui vient de m'arriver, là? Tu veux pas en parler. Je dis, moi, il n'y en était pas question que je dise à mon père ce que j'avais vécu. Je veux dire, tu sais, c'est une chose que quand ta mère décède dans tes bras parce qu'elle a eu une dernière dose de morphine, puis que là, les soins palliatifs te disent, écoute, ta mère va quitter dans à peu près 10 minutes, son cœur va arrêter parce que c'est le maximum de doses qu'on peut donner. À un moment donné, quand on travaille dans le domaine hospitalier, ça devient une routine quand même. Tu sais, par respect pour tout le monde, là, on sait c'est quoi les soins palliatifs. Puis le fait que tu ressentes une énergie quitter un corps quand tu le tiens dans tes bras pour le dernier au revoir. Mais c'est une chose aussi de dire, j'ai trop fêté avec mes amis, j'ai consommé de la drogue vraiment, vraiment intense. T'as fait ça, toi? Ben oui, écoute, je te... Vilain. On s'assume. Ben oui, non, mais j'étais jeune, j'étais à l'école, j'étais un petit peu rebelle, puis j'ai peut-être consommé des substances que j'aurais peut-être pas dû, mais ça m'a emmené à l'hôpital et de fil en aiguille,
de ma perception à moi, parce que j'ai jamais abordé le sujet par la suite. En fait, j'ai demandé au docteur, puis le docteur m'a dit « Je ne préférais pas aborder ça avec toi ». Mais en gros, je me rappelle avoir tombé dans des spasmes tellement douloureux, devenu tout noir, et la seule chose que je me rappelle, c'est d'avoir quitté ce corps parce que je me voyais d'en haut de la salle. Je voyais les docteurs là, avec le défibrillateur, puis ça paniquait alentour. Je me voyais en haut et on demandait à mon père de quitter la salle. Et puis, je me rappelle que longtemps après, j'ai revenu dans mon corps et c'était en noir et blanc. Je voyais en noir et blanc. Mes mains étaient toutes engourdées. J'en dirais que mon âme réadhérait à mon corps. Attends, tu voyais en noir et blanc. Je viens de voir... en noir et blanc. Je viens de voir justement Jean Cazot qui vient de réagir à ton noir et blanc. Jean Cazot. Pas Jean Cazot, Jean Morissette. Jean pense à moi. Jean Cazot sort de ce corps. mais c'est drôle après ça, bon, les médecins qui me disent, ben écoute, tu savais que tu avais consommé telle drogue, bon, on ne se cachera pas, c'était du buvard, c'était une drogue synthétique. Et puis, on m'a dit que j'avais 7 fois la dose létale pour euthanasier un taureau. Ah, tu vois, donc, tu viens de dire ça, là. Justement, Bruno Lefebvre vient de dire que lui aussi, c'est en noir et blanc. C'est spécial, par exemple, que vous voyez pas ça en couleur. C'est le cas de le dire, vous rêvez pas en couleur, là. Non, puis puis on dirait que quand tu as vécu une sortie de corps, parce que je peux pas dire que c'est une mort, là, je veux dire, j'ai pas vu mon extrait de décès, là, mais je veux dire, quand on vit ce genre de phénomène-là, qu'on rentre dans notre corps par la suite, c'est très, très douloureux et on ne voit plus la vie de la même façon et on dirait qu'on a un sens qui est extrêmement aiguisé. Moi, j'ai aucun problème d'en parler parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont probablement vécu ces mêmes choses-là que moi. Mais de là à dire que c'est absolument un EMI, je ne sais pas. J'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mon père, de son vivant, ne voulait par peine ne voulait pas en parler avec moi parce qu'il m'avait toujours vu comme le bon petit garçon. Et c'est sûr que dans la phase que j'avais, j'étais un petit peu rebelle, ça allait pas bien dans ma vie. J'étais un petit peu, je m'en foutais, je vais chiller avec mes amis, hein, quand on disait ça dans le temps. On a tous ces petits moments-là un peu dans notre vie aussi, il faut dire. Ben oui. Mais après ça, c'est d'aborder ça avec la famille. C'est d'en parler. Puis c'est quelque chose qu'en fond, on perd. Hein? C'est la même chose. Et je sais pas si vous vous rappelez, on va changer un petit peu de registre quand on parlait de phénomène ovni. Mon père a vu l'évolution quand je faisais de la radio avec toi en Europe, à ODH et ainsi de suite. Il me voyait m'impliquer aussi avec l'organisme Le Garpin. Donc, il voyait que j'avais un intérêt pour les ovnis. Et un peu avant sa mort, en fait, un mois, quand il a commencé à vraiment dépérir, il a pris du temps avec moi, puis il m'a parlé, puis c'est là qu'il m'avait dit qu'effectivement, au chalet, il avait vu exactement ce que moi j'avais vu. Puis j'étais tout jeune, là, genre j'avais comme peut-être 5, 6 ans. Là. Donc lui, il avait vu la même boule de lumière que moi, mais bleue. Exactement la même chose au chalet. Et pourtant, je n'ai jamais abordé le sujet comme ça. Mon père c'est pas ce genre de personne-là qui serait confiée. C'est pas une personne qui parlait de ses émotions. Et j'ai été capable d'enregistrer cette conversation-là que j'ai avec mon père. Donc, c'est la dernière conversation sur le paranormal que j'ai eue avant sa mort. Donc, c'est très... on voit que les gens vivent des choses, puis que là, c'est le temps. Hein, en 2018, c'est important d'en parler, parce que qu'on y croit ou qu'on y croit pas, il faut qu'on ait une conversation ouverte là-dessus. Que ce soit au niveau scientifique, qu'on applique la méthode scientifique ou qu'on veut juste se confier, c'est important d'en parler. Et si j'ai le temps, je ne vais pas trop prendre de temps. Je sais qu'on a une émission très chargée. Tu te rappelles, tu avais posté une émission à la télévision où il y avait une artiste qui décrivait son observation de vie. Et on avait, de l'autre part, l'animateur à la télévision qui tournait ça au ridicule. Et tu pouvais clairement voir le malaise parce qu'elle, dans sa tête, elle avait vraiment vécu quelque chose. Puis là, tu voyais l'aspect social de la chose, le bon témoin qui a vraiment vécu quelque chose, qui sont un peu mal à l'aise, puis
puis que là, on va tourner ça au drôle parce que je suis à TV, puis là, on me prend pour une niaiseuse, ben ça va faire un bon show. Et jamais, au grand jamais, l'animateur, avec sa tête, a pris 30 secondes à dire on va tourner ça au ridicule, il est 6 heures, c'est un show pour la famille, ça va être bon pour les cas d'écoute. Mais fondamentalement, tu as vu vraiment que la personne qui avait vécu cette chose-là, il y avait un malaise en elle en voulant dire que hey, j'ai vraiment vécu quelque chose, je suis pas niaiseuse, tu bien arrêter de me faire chier avec ça. Excuse Jeff, est-ce que tu parles de Nanette Walkman et de Claire Lamarche? Je me rappelle de ce que tu parles, mais c'est pas ça là. Ah, d'accord. Plus récent, ça fait peut-être un mois ou deux, là, puis je me rappelle que la personne était quand même assez corpulente, elle était habillée en blanc, toute blonde, et c'était une émission là, avec un animateur populaire. Là. C'est Carole qui avait posé ça, puis ça traitait justement, je me rappelle pas vraiment du titre, mais si je le retrouve, je vais vous le partager, mais c'est de voir aussi à quel point que les médias véhiculent encore ça comme étant une grosse joke. Et là, ça, il faut que ça arrête. Il faut que les gens qui vivent ces phénomènes-là soient capables de... À défaut que ce soit juste d'appeler un groupe ou que ce soit... même au niveau des médecins, hein, je veux dire, des gens... On l'a bien vu il y a quelques semaines, M. John Mack, hein, au niveau des psychiatres, comme quoi ils nous l'ont dit. Les gens vivent des phénomènes. C'est réel dans la mesure où ils vivent quelque chose. On ne parle pas d'extraterrestres, là. La seule chose qu'on veut, c'est qu'on soit capable d'avoir une conversation ouverte, puis que n'importe qui écoute l'émission aujourd'hui se sente à l'aise d'en parler, que ce soit à la famille ou que ce soit à un groupe de recherche. Bien, c'est con, là, mais juste le fait d'écouter une émission comme celle-là ici, les gens vont croire, ils vont voir que c'est pas donné à tout le monde de vouloir s'exprimer parce que ça cause des malaises un peu ici et là, mais effectivement, le fait d'entendre qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, que ce soit en rencontre spectrale, OVNI ou autre, je peux pas faire autrement que ça peut pas faire autrement que de faire du bien à quelque part à l'intérieur. Oui, parce que... ça serait juste le fait d'en parler. Tu sais, je veux juste rapidement te donner un autre exemple. J'ai un ami à moi qui dans les mêmes temps était un peu renfermé sur lui, le genre de garçon qui était un peu plate, qui sortait jamais, toujours un peu sa dépressive. Et pendant des années, j'ai pensé que ce gars-là, un de mes amis, il était plate, puis toute la kit. Puis quand je me suis mis à faire de l'ufologie, il est revenu sur mon Facebook, il m'a envoyé un message en privé, il dit Jean-François, il dit faut qu'on se parle, tu viens de prendre une bière à la maison. Pourquoi tu me parles là? Tu me parles, puis ça fait des années, puis c'est comme, t'es plate, puis tu me parles jamais. Ben, là, il a vu qu'il y a quelqu'un qui est comme lui, puis étant donné qu'il te connaît en plus, ça aide. C'est ça, puis là, pour la première fois, je me rappellerai toujours, on a monté sur son toit, on a pris une bière, puis il m'a dit Jean-François, il dit, pendant toutes ces années-là, j'avais des contacts avec ces êtres-là qui venaient me voir à chaque jour depuis mon enfance. Ça l'a scrappé ma vie. Je suis plus capable d'aller, de rencontrer une fille. Mes relations sociales en ont souffert. J'avais des crises d'anxiété tellement énormes à chaque fois que j'allais dormir. Je n'étais plus capable de dormir, ce qui fait que j'ai commencé à avoir des crises beaucoup plus avancées, ce qui fait qu'on m'a envoyé à l'hôpital psychiatrique. On m'a rien diagnostiqué, soit dit en passant. Et ça l'a continué. Et après ça, ça a été de nombreux problèmes de santé qui en ont suivi, jusqu'à temps qu'ils fassent la paix avec ce phénomène-là. Donc, je pense que ce serait comme temps qu'on soit capable de ce sujet-là, puis qu'on arrête de porter un jugement sur les phénomènes OVNI. Puis là, je vais englober toutes ces choses. Puis d'un autre côté, c'est correct qu'on ait la méthode scientifique. Donc, qu'on en débatte, puis qu'on dise c'est une preuve, non, c'est pas bon. Mais au moins qu'on ait une conversation, comme dans les années 90. Justement, en parlant des années 90, j'ai mon ami Jean ici, justement, en studio, Jean Morissette. On va commencer à parler aussi avec Jean, parce que c'est pas que je trouve pas intéressant ce que tu dis, Jean-François, mais on a une grosse exactement, le temps avance, puis je vois ça, là, c'est assez spécial. D'ailleurs, Jean, je trouve que tu as un très beau T-shirt. Il voulait que je le dise, je l'ai dit.
Merci, Carole. Un beau T-shirt de l'AQU. Ça va bien, Jean? Ça va super bien. Et toi, Carole? Ben oui, ça va très bien. Parlez-moi de ça. Ben oui. Puis si on parlerait des ovnis ici au Québec, parce que là, justement, Jean-François vient d'en parler un peu. Puis Ça vient d'André, hein? Ça fait une bonne introduction. Exactement. Merci, Jeff. Ben, ça fait plaisir. Le tapis est pour toi, mon cher. Éduque-nous. Bon, c'est ça. Comme, par exemple, il a parlé des années 90. Oui. Ben, je regarde l'OVNI de Place Bonaventure en novembre 90 qui fait jaser beaucoup, mais encore ces années-ci, parce que on dirait que le monde sort tout de le garde-robe, là, tout d'un coup. Oui, tout d'un coup, hein? Oui, c'est spécial. Oui. Je te laisse parler je sais de ça. Il y a le MUFON qui va... Exactement. Qui fait quelque chose là-dessus. Ben oui, puis je vais le recevoir, lui, justement, la semaine du 9 juin. Je reçois celui qui s'occupe du dossier de MUFON. Il y a énormément de cas qu'ils ont rencontrés. Ça va être assez intéressant. Puis je vais avoir aussi un témoin qui va venir en studio nous parler de ça. Mais justement, je vais avoir tes chiffres à toi. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses de ça, toi aussi. Écoute, là, Carole, je sais que je t'ai mis comme au pied du mur. On va décortiquer le cas de la place Bonaventure. Allez donc. En ordre. Parfait. Selon le rapport de police. OK. Selon ce que l'on m'avait dit dans le temps, selon ce que l'on m'avait dit, le lendemain matin, Christian Page se présente au poste de police et demande une photocopie du rapport de l'agent Lippé. Le lendemain du 7 novembre, tu parles. Suite le lendemain, Christian se rend à 8-9 heures et demande la photocopie. Et selon ce que j'ai entendu dire, il se présente après lui 2 personnes avec des plaques d'identité, on ne sait pas trop quoi, et qui disent « donnez-nous le rapport, on vous le ramène ». Jamais revu ça, apparemment. C'est ce que j'ai su. Une chance qu'il est allé. Une chance que Christian... Non, Christian, c'est un homme de terrain. Il fait une sacrée belle job. Mais là, écoute, là, je veux te prouver, hors de tout doute, que contrairement à ce que quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, disant « on va péter votre ballon parce que c'était des lumières. » Bien, comme plusieurs disent. Il y en a même qui disaient que c'était la lumière de char qui reflétait dans une côte. C'est beau dire n'importe quoi. Mais là, écoute, on décortique point par point dans le même ordre que je t'ai donné. Je m'excuse de te l'imposer, mais c'est important. Non, je trouve ça le fun. OK. Impose-toi. C'est parti. Écoute, combien de fois, Carole, penses-tu que le mot objet est utilisé par l'agent Lippé dans son rapport de 5 pages et demie? J'en ai aucune idée. Écoute bien, là, je vais vous donner toutes les cues qu'il a écrits. OK. Puis d'ailleurs, son rapport commence par nature de l'événement, objet non identifié. Okay. J'ai reçu un appel à 20h07 concernant un objet bizarre. On me mentionna que cet objet lumineux était l'objet lumineux. L'objet peut ressembler. Objet lumineux avec 7 points. L'objet lumineux, selon la version des témoins, l'objet. Moins l'objet était visible. Si on pouvait remarquer que... Et on pouvait remarquer que l'objet... Observer et vu cet objet que l'objet observé. 13 fois, Carole. Ben là. 13 fois, on parle d'un objet. Ben oui. On parle pas de nuages. Ben non. On parle pas de lumière. Oui, on en parle, mais on dit que l'objet a des lumières. Mais on parle d'objets. Donc, le monde, c'est clair que les gens... Regarde, il y a tellement de témoins, justement, qui disent avoir vu l'objet, la charpente, le rough, le côté argenté de cet engin-là. Ils ont vu l'engin, tout simplement, là. C'est ça. Et là, on parle toujours selon le rapport de police. C'est que les clients qui sont sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure ont vu un immense objet foncer dans le ciel. Selon un témoin, l'objet ressemble à ce qu'on a vu dans le film Rencontre du troisième type. Tu sais, la grosse bébelle à la fin. Là. Ben oui, c'est gros, C'est-tu petit ou c'est un nuage aussi? Entre deux et moi, là.
Hey. Nous OK. sommes loin d'une réflexion lumineuse sur un nuage. Ben là, c'est clair. C'est clair, hein? C'est pas non plus des comment est-ce qu'on appelle ça? Les aurores boréales qui Ben disaient. voyons. Parce Ça, que- notre ami Chastonné, là, Oui, oui. avec tout mon amour. Oh, excuse, je passe à la TV aussi. Il se déplace dans un silence absolu de l'édifice de la Bourse vers l'hôtel Hilton. OK? Les témoins avertissent la sécurité de l'hôtel, OK. qui avertira les services policiers de la ville de Montréal. OK. Et là, l'agent Lippé arrive. L'agent Lippé et plus tard l'agent Robert Masson arrivent sur les lieux et en feront ce rapport qu'on est en train de décortiquer. OK. Ça va à date? Oui, ça va. Très Excellent. bien. Écoute, l'agent Lippé va écrire dans son rapport « Je reçois un appel à 20h07 concernant un objet bizarre au-dessus de la piscine extérieure de l'hôtel Hilton de la place Bonaventure. » Eux autres, là, ils se baignent, ils s'amusent. Il y a même une noce, hein? Il y a une noce d'Asiatiques qui sont là, Ouais, qui viennent ouais. de Toronto. Annie Thériault, elle a fait paraître des... Puis là, le monde de la photographie, là. Hey, justement, Il y c'est a une noce plein de asiatique. monde. On s'entend-tu que les Asiatiques, ça a toutes des Kodaks dans les mains, là? Absolument. Et, Je- ben, dans ce temps-là, je ne sais pas si les cellulaires Je sais étaient pas, là. il me semble qu'ils sont nés Mais en avec tout cas, ça, eux autres. Écoute, ils prennent des photos du mariage. Fait que là, ils voient, hey, check ça, check ça. Et Annie, elle a fait passer des annonces en langue chinoise ou japonaise ou en mandarin, je ne sais pas trop, dans des journaux à Toronto. Et il n'y a jamais personne qui a répondu. Mais ces photos-là existent. Il faudrait les trouver. C'est pas fini, là, encore. Tu vas voir. C'est spécial. Oui. Là, l'agent Lippé arrive à 20h11. OK. À 22h30, il indiquera l'objet n'était plus visible, couvert par des nuages. Ah, d'accord. Les nuages, il dit pas, l'objet nuage. L'objet, c'est quelque chose, puis les nuages, c'est une autre affaire, puis les Ben ouais. lumières, c'est une autre affaire. Ben oui. Écoute, c'est un policier, là. Ben, Lui, là, s'il te voit, il te dit, il marquera pas, je vois un homme, non, excusez, une femme qui s'appelle Carole Lauzé. Pour lui, c'est clair que t'es une femme. Hein? Il va marquer ça, clair, il va dire, elle avait un chemisier noir, il dira pas, il était blanc, t'es noir. exact, OK? exact. Bon. Donc, OK. Après les nuages, donc, il y a 2 heures. 2h19 à partir du moment où l'agent arrive et à partir du moment où il disparaît dans le nuage. OK. Ça fait 2h19. Mhm. Sans oublier qu'avant que l'agent Lippé arrive, parce que là, il va écrire « L'objet était visible des témoins ». Il écrit « L'objet a été très visible au début de l'observation car le ciel était clair et dégagé. Là, est-ce qu'on parle d'aurore boréale? Est-ce qu'on parle de nuages? On parle-tu de lumière? Ben, regarde, s'il y aurait des nuages, une aurore boréale, on les verrait probablement pas, parce que les nuages, c'est en haut des nuages, et non par-dessus un nuage, là, c'est au-dessus de l'atmosphère. Fait que c'est l'idée ça tient pas de bout. Et non, justement. Donc, ce qui ressemble à ce que nous avons vu dans le film Rencontre du troisième type a été vu près de 2h30, sinon plus. Mm-hmm. Tu le vois, là? Ben c'est oui. dans les airs, c'est tout. Ben oui. Ça bouge pas. Ben, ça bouge à peine. C'est silencieux. Le monde le photographie. Le monde le voit. Mm-hmm. Puis on va parler encore de nuages de lumière qui reflètent sur un nuage d'aurore boréale. Ça, là. Pas ça, moi non plus. Moi, une aurore boréale, ça traverse pas un nuage. D'un, si le nuage est là, tu vois pas le reflet qui part, qui descend. Ben voyons, en tout cas, ça tient pas de bout, à mon avis, là. Mais, tu sais, il y a tellement de monde aussi qui ont pris des photos, puis que c'est pas nécessairement crédible parce que les appareils étaient pas... C'est pas tout le monde qui avait des appareils de qualité. Des fois, un petit Kodak à craindre, là, avec Oui, ça, je suis d'accord. Mais là, si tu remarques, Carole, le monde parle toujours à partir des photos du journaliste Marcel Laroche. C'est la seule. Quand hein? il arrive. Il en a pris 3. Oui, c'est la seule.
C'est ça. Puis ils ont pris celle que ça ressemble à des reflets. Oui, plus. parce que lui, quand il arrive, l'objet est dans le nuage. Et là, tout le monde dit, l'objet, c'est dans un nuage, donc c'est un aurore boréale. Non, il a été vu 2h30 avant. Avant. Puis il est photographié. C'est assez weird. C'est assez weird. Ensuite, écoute bien. Écoute, là, ce que l'agent Lippé va nous apprendre, c'est limite inquiétant. Là, il dit dans son rapport, je téléphone à l'aéroport de Dorval qui le réfère à la tour de contrôle. Tu sais, le jeu de ping-pong, là? Là, on lui dit que c'est pas le premier rappel sur ce sujet, qu'ils n'ont rien à signaler sur leur radar. Bon, ça peut s'expliquer, ou ils le voient puis qu'ils le disent pas, ou qu'ils ont une technologie assez grande pour pas paraître sur un radar, ça serait explicable, mais ça, on le sait pas. Ensuite... Tu sais qu'il y a des gens qui l'ont vu arriver, cet engin-là, hein? Arriver. Et non, ils n'ont pas levé la tête puis que c'est ça. Ah, c'est là. Non, ils l'ont vu s'en venir, se déplacer. Oui. Et ils l'ont vu repartir aussi. Oui. Méchante belle aurore. Méchante belle aurore. Ben oui, c'est ça. Je vais regarder mes commentaires. Moi tout. Ou presque. Là, c'est pas fini, là. Écoute, l'agent Lippé va téléphoner à la Défense nationale. Tu sais, la Défense nationale commence à être haut, là, dans la hiérarchie militaire, puis tout, là. Il y a un téléphoniste qui ne veut pas s'identifier. Là, le gars, il dit, écoute, moi, je suis un agent de police. On a de quoi qui est au-dessus de notre tête, on va savoir par le rapport Kenneth Arnold, ça? Kenneth quoi, non? Ah, j'ai oublié, je m'excuse. En tout cas, peut-être que dit Jean-François? Kenneth Heinz. Kenneth Heinz. Non, c'est Kenneth Heinz. Oui. Là, il téléphone à la Défense nationale. Puis le gars, le téléphoniste, s'est dit, moi, je ne m'identifie pas. Et il refait, encore une fois, il se fait référer à un autre, à la police militaire. OK. Là, il parle à un agent Tardy. Lui se nomme de la police militaire. C'est un gars de la police militaire, là. OK. Qui l'avise que on peut rien faire dans cette situation, qu'il ne peut pas le référer à une personne, à aucune personne, OK. et qu'il avisera ses supérieurs plus tard. Ben voyons. Écoute, t'as un cas là de quelque chose qui est gros comme 5 terrains de football qui plane au-dessus d'une ville, une des villes les plus importantes du Canada. Okay. Et le gars de la Défense nationale, il dit, écoute, j'aviserai mes supérieurs plus tard. Presse pas, là. Oui, OK. À 21h30, il rencontre l'agent Morin de la section d'enquête fédérale de la GRC. OK. Ils sont sur place, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout avec ça, dans le fond? Parce que... En tout cas, moi, je peux pas comprendre qu'ils font venir, parce qu'il y en a aussi qui ont vu les F-18, si je me trompe pas. Oui, ça, c'est après, ça. Les F-18, que officiellement, ils sont pas là, mais qu'il y a plein de témoins qui les voient et qui les entendent. Ben là. Mais là, ils sont pas là. Non, officiellement, tu n'as eu aucun F-18 au-dessus de Montréal cette fois-là. Officiellement, selon qui? C'est un enquêteur qui va téléphoner à la base de Valcartier ou quelque chose comme ça. OK. Puis qui va se faire dire, il n'y a aucun F-18 qui est allé voir la patente que vous dites qui existe. Là. Ça peut venir des États-Unis aussi. Ça peut venir du NORAD. Exact. Pourquoi pas? Exactement. Ça, je ne le sais pas. Oui, ça a bien du sens. Je ne sais pas. À 21h45, via l'agent Proulx, il demandera les caméras de surveillance de l'hôtel. OK. Tu sais, comme dans le cas de l'avion qui a pogné le Pentagone, que ça se peut pas, là. Oui. Ils ont tout enlevé, toutes les caméras de surveillance de tous les hôtels qu'il y avait autour. Ah, ouais. Tu savais pas? Non. Ils ont tout enlevé ça. Hey, c'est quelque chose, ça. Mais on s'en reparlera, ça, parce qu'à un moment donné, ils présentent
4 images quelques semaines après, parce que là, tout le monde dit, voyons, ça se fait pas un avion. Ah, ils disent, oui, on va vous prouver. Fait que là, ils montent. C'est supposé être une caméra de surveillance. Ils montent 4 images. Puis là, durant la conférence de presse, il y en a un qui lève la main, un journaliste qui ose. Il dit, excuse, il dit, pourquoi c'est marqué 12 septembre? C'était pas le 11 septembre? Erreur informatique. Ça, vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est vrai. Eh bien. Tout à fait vrai, ça. Arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Toujours à 21h45, arrive l'agent O'Connor de l'identité pour prise des photos. Lui, je ne sais pas de quel groupe qu'il est. Donc, qui c'est qui a vu ces photos-là qui ont été prises? Mais à 21h45, c'est sûr qu'il est dans le nuage. Officiellement, il n'était pas là avant. Écoute, Carole, comme conclusion à ce superbe cas d'OVNI, afin de fermer le clapet à ceux qui, comme le directeur du planétarium Chastenay, qui est allé clamer à Claire Lamarche de nombreuses fois que les témoins en avaient vu, en avaient quasiment fumé du bon. Puis qu'il y a un couple au Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse qui se sont fait passer au-dessus du char par une conjonction de 3 planètes. Ben oui, toi, je l'ai vu. Les planètes, ça nous passe au-dessus de la tête, chose. C'est tellement... Ben oui, tout le monde sait, c'est ça. C'est tellement niaiseux, c'est comme ce qu'ils disent comme résultat. Hey, ça se dit scientifique. Scientifique. Aïe, tassou. On se dit, ferme-toi dans ce temps-là, tant qu'à dire des mots Non, mais lui, il est probablement payé pour ça, mais comme la plupart. À la limite, il y croit pas, puis c'est un sceptique fermé, pur et dur. Comme la plupart. Alors que la définition, tu sais, d'un sceptique, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Parce que quand on enquête, il faut être sceptique. Ben oui, j'ai ce côté-là, pareil. Mais comme j'ai déjà dit dans un show dans le temps du capitaine Bonhomme qui l'a repris plus tard à la TV, c'est pas une joke, c'est un cas réel, j'avais dit, il y a des vrais sceptiques, puis il y a des fausses sceptiques. C'est juste une lettre qui change la façon de l'écrire. Voilà. Et la façon que c'est dit aussi. Donc, écoute, là, on sait hors de tout doute que c'est pas une aurore boréale. On sait que c'est un objet trébuchant et sonnant, quelque chose de solide. On sait que c'est pas les lumières comme Chastenay puis les sceptiques ont dit que c'était les lumières du mille de la Gauchetière qui reflétaient sur les nuages parce que la finale du rapport de l'agent Lippé dit exactement ceci que je vais te lire mot à mot. Croyant qu'il pouvait s'agir des faisceaux lumineux qui pourraient parvenir du chantier de construction du mille de la Gauchetière, qui était la gare STRSM. Et là, il écrit « Référence grue illuminée par de gros projecteurs. Nous avons fait éteindre ces projecteurs. Après que tout soit éteint, on pouvait encore remarquer 2 faisceaux lumineux au même endroit que l'objet observé. » Exact. Et ça, c'est ça qu'on voit sur les photos, toujours sur ces photos-là. Voilà pourquoi, à mon humble avis, l'OVNI de la place Bonaventure à Montréal ce 7 novembre 1990 est le meilleur cas qui existe. Parce que, justement, à cause qu'il y a une photo, la même qui circule tout le temps, malheureusement, mais parce que, justement, on a au moins des preuves à quelque part, même s'ils sont détruits ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que mais un engin de cette dimension-là, ça a été vu aussi à Québec dans les années 70, fin 60, début 70, si je ne me trompe pas. Puis il y a des cas comme ça avec Jean Cazot, justement, qui avait enquêté là-dessus. Ben, tu vois, mais c'est assez délicat. Là, on va devoir aller en pause. Faites, ma chère. Après, on revient avec d'autres... on a d'autres cas du Québec dossiers. Très probants. Exactement, j'ai hâte d'entendre ça. À tantôt.
Félicitations à Dave Roberge pour le prix de 20 $ du snack bar à Sainte-Croix sur la 132. Je vais te contacter d'ici la fin de l'émission. À la fin de l'émission, plutôt après l'émission. On disait quoi, mon Jean? Parce que tu dis que tu as vraiment d'autres cas intéressants. Ah oui, on a d'autres cas. Mais juste avant, pour terminer l'autre, je veux dire que le rapport de police, si vous voulez, l'intégrale, c'est dans le livre de Christian Herpage, Dossier Mystère 1, chez Louise Courteau, éditrice. Parfait. Essayez de ne pas manquer ça, ça vaut vraiment la peine. Là, écoute, Carole, je te parle encore une fois d'un ancien cas, mais de quelque chose que le monde a très peu entendu parler. OK. Les chiffres. Les OK. chiffres par rapport à Sainte-Marie de Mont-Noir. Là, on parle du 19 au 20 novembre, dans la nuit en 1989. Attends. Oui, je t'attends. Tu me dis novembre 89. L'autre Ouais. cas, c'est novembre 90. 10. C'est spécial, hein, dans les cas de novembre. Tu sais qu'il y a eu une super grosse vague en France dans Oui. ces années-là, puis personne n'en parle. 2 jours Ça après, vient de je pense. sortir, il n'y a pas longtemps. 2 jours après celui de Montréal Ouais. ou avant, dans la même période. Puis ça se ressemble, là. Ouais. C'est quand on compare les témoignages. Une tournée mondiale qui a commencé. Prends le micro, Bruno, dis-le Oh oui, devant. dis-le, mon ami. C'est ça s'est avéré être à mon long de la vie, une espèce de tournée générale de la planète qui a commencé à Montréal. Ensuite, on a vu ce même type de phénomène au-dessus de Paris, au-dessus des grandes capitales européennes, je pense que jusqu'aux Indes, mais là, je pourrais pas te confirmer ça, mais au moins en Europe, dans l'année qui a suivi, on avait ça dans les journaux et tout ça, mais personne parlait de l'OVNI de Montréal comme étant lié à ça. Mais les premières personnes à l'ayant vu, cette espèce d'énorme vaisseau, s'il n'y en avait qu'un seul, c'était les gens à Montréal. Voilà. Mais c'est spécial pareil. Est-ce qu'il était là pour voir qu'est-ce que le monde ferait ou ferait pas? Qui était, on le sait pas, mais moi, je connais personne, je connais aucun pays au monde qui fait quelque chose qui est gros comme 5 terrains de football. Ben non. Puis qui se déplace en silence. Je connais pas. Vous autres, connaissez-vous? Non, hein? Nord, bien évidemment. De qui? Comment? La Corée du Nord, bien évidemment. Ah, notre ami Kim Jong-un, quelque chose comme ça. Monsieur Toupette. Rocketman. Il va t'envoyer une bombe, attention. Hein? Ah. Je vais aller me cacher dans le jardin en arrière. Oui. Et là, on parle, ma chère Carole, de Sainte-Marie de Mont-Noir, mais avec des chiffres probants, ce qu'à peu près personne a dit, parce que tout le monde se dit, on n'a pas le rapport, oui, on l'a pas. Comme il y a le fameux groupe qui va dire n'importe quoi, parce qu'il n'y a jamais le rapport, en tout cas. OK. Écoute, c'est un cas exceptionnel et, écoute, à mon avis, c'est la meilleure enquête que Christian Page et François Bourbeau vont faire ensemble. OK. Ah bah oui, parce OK, que ils ont eux, fait c'était ensemble. des gars de terrain. Mhm. Ils se sont rendus sur place. Ben, c'est le best, hein? Terrain. Oui, mais C'est ça. terrain, tout le temps. Si tu fais juste lire ou écouter, zéro. Exactement. Deviens pas un ufologue, là, c'est pas vrai. Là. Écoute, ici, on parle d'un cas que la Terre a été vivifiée au début de l'hiver suite à un atterrissage de quelque chose. Je crois sincèrement que le cas de Sainte-Marie de Mont-Noir est un message pour qui saurait s'y pencher. Rappelons les faits. Il y a des témoins qui voient un ovni dans la nuit du 19 au 20 novembre 89 dans un champ arrière de leur maison. Le champ est commun aux 2 ou aux 3 témoins qui vont voir ça. Le lendemain, il y en a un qui téléphone à l'autre, il dit « Hey, cette nuit, t'as-tu... oui, moi j'ai vu quelque chose, des grosses lumières, puis ça ressemblait à quelque chose, puis je sais pas trop. » Ben, il dit « On va aller voir. » Puis, parce qu'à ce moment-là, c'est un terrain vague. OK. Et là, ils vont trouver une trace ronde dans la neige. Extraordinaire. Non seulement la neige a fondu, mais la flore a reverdi. À cet endroit Au même. mois de novembre, là. Oh. Au mois de novembre. Ouais. Et là, Page et Bourbeau vont prendre des échantillons in, donc à l'intérieur du cercle, et out à l'extérieur du cercle. Ça va être envoyé à l'Université Laval. Fait que ceux qui disent que les scientifiques font jamais rien côté ufologique ou paranormal, c'est pas vrai. Mais ils l'ont fait de bonne foi, ils l'ont fait disant, écoute, s'il n'y a rien, on va vous le dire. OK. Bon. Donc, ils ont envoyé ça au département de phytologie. Ça, c'est ce qui se rapporte à la botanique. OK. Il y a des scientifiques
je tiens le mot, je tiens pas à dire scientifique, messieurs Michel Caillé et Jacques Debroux, que j'ai rencontrés moi-même en personne, analysent les taux d'azote et de chlorophylle dans les échantillons. OK. Les résultats, Carole, c'est ahurissant. C'est-à-dire? Écoute, concernant l'azote, ceux dans le IN sont à 2,8252. Sur je sais pas quoi, mais out sont à 0,9968. C'est le triple, le double, presque le triple. 2,83 fois. Hi. Plus in que out. C'est en plein hiver, là. Ah, justement, 3 fois plus élevé dans ce... Ouais, c'est spécial, ça. Spécial, hein? Ça, c'est analysé scientifiquement par la méthode GEDAL, K-J-E-L-D-A-H-L, qui est une technique de détermination du taux d'azote dans un échantillon. Elle est applicable pour le dosage de l'azote de différents composés azotés, tels que les amimes et les sels d'ammonium quaternaire. Là, tu vas me dire, c'est flyé, mais c'est scientifique. Ben oui. On a une analyse scientifique en laboratoire de quelque chose qui s'est passé, qui sort de l'ordinaire. Ben c'est ça. En plus... Que ça soit dû par un ovni, un aérolite, je sais pas quoi, un déplacement temporel, on le sait pas. Même si on vu comme une masse qui ressemblait avec des lumières. Oui. Je comprends. Il s'est passé de quoi, là? Ben oui, il s'est passé de quoi? De toute façon, je crois pas que quelqu'un puisse faire un cercle parfait, surtout dans les années 89-10, à moins d'y étendu vraiment du chlorophylle. Du chlorophylle, tu dis que c'est... Oui, le chlorophylle puis l'azote. C'est l'azote. Moi, j'ai rencontré M. Debroux, personnellement, face à face. Et le monsieur, il m'a dit, ça pourrait se faire. Mais il dit, il faut que quelqu'un ait une seringue très petite et qu'il l'ait mis dans chaque brin d'herbe. Ah, ben regarde. Y a-tu quelqu'un qui a du temps à perdre pour faire ça? Il y en a qui ont écrit et fait une caricature montrant un champ avec un ovni puis des petits bonhommes verts qui tondaient le terrain. Ça, c'est scientifique. OK, là, Carole, je te parle de la chlorophylle. OK. À l'intérieur, c'est 2,015 mg par gramme de matière végétale sèche versus le out est 0,83 mg par rapport à gramme de matière végétale sèche. Donc, 2,43 fois plus de chlorophylle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est débile. Encore une fois, tu peux le faire avec une petite aiguille. Ben oui. Oui, c'est ça. Un gazon. Puis c'est gros, là. Là, j'ai pas les photos, mais si vous cherchez les photos, c'est immense comme cercle. Là. Mais c'est à peu près quoi? Je pense que c'est à 40 pieds ou 30 pieds, quelque chose comme ça. Là. OK, c'est pas une affaire de 10 pieds, là. C'est pas une petite boule. On parle pas d'une petite boule. Moi, j'ai demandé à Gérard Lebat, je sais pas si tu le connais, c'est un grand ufologue européen. J'ai demandé s'il y avait eu des cas comme ça en Europe. Il dit non. Tu le sais-tu, toi, Jean-François, de ton côté, la grandeur? C'est 20 pieds. 20 pieds? Merci beaucoup. Je m'en rappelais pas. Là. Merci, Jeff. Super. Ça fait plaisir. Toujours là. Attends. Yes. Donc, en Europe, il me dit qu'il n'y en a pas eu, mais il y a eu un cas en Europe, puis là, peut-être que Jeff se souvient. C'est les Valence, je pense. Me semble que c'est le cas de Valence, où il y a quelque chose qui a atterri. C'est un stand de fleurs, là, comment ça s'appelle? Exactement. Valence? Col de Vence? Non, c'est pas le col. Non, c'est à Valençol, mais... Valençol, oui. C'est ça, oui, tu l'as. Ouais, mais c'est des fleurs roses, là, de la lavande. Oui, un champ de lavande. C'est ça. Et ça avait repoussé, encore une fois. Bon, puis là, je vais être cinglant par rapport à un certain groupe que j'aime tellement. Il y a un groupe qui se dit des scientifiques qui nous dit toujours, puis qui l'ont même dit à Claire Lamarche, que nous autres, on n'a rien eu. On n'a pas eu d'informations. Et eux, ils vont dire 6 ans après, on s'est rendu sur place, puis il n'y avait rien.
Il n'y avait pas de traces. Ben oui, 6 ans après. Hey. Et là, écoute bien ça, Carole. Le cas a eu lieu en 89, les analyses en 90. Tu me suis? Oui, je te suis. Permets-moi de te lire une lettre que j'ai reçue le 17 avril 1997. Donc, 8 ans après. OK. 8 ans après. Pas 6 ans. Pas des sceptiques du Québec, toujours, là. Mettons. Oh, pas taper ses doigts. Oh, excusez, j'aurais pas dû le dire. Mais, c'est ça. Mais, moi, je leur fais pas de pub. Mais, et la lettre dit, Monsieur Morissette, pour faire suite à votre téléphone concernant les traces de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, il me fait plaisir de vous faire parvenir les résultats que j'ai, qui ont été faits sur les échantillons d'herbe, azote et chlorophylle et sur les échantillons de sol azote que l'on nous a apportés. Les résultats ont été transmis sous cette même forme et aucune interprétation n'a été faite. Eux autres n'étaient pas là pour dire « Ah, c'est un ovni ». Eux autres étaient là pour analyser scientifiquement c'est quoi que l'on y emmenait comme terre in puis comme terre out. OK. Ils ont jamais dit, on se prononce que c'est un ovni qui vient de je sais pas où. Là. Ils n'étaient pas là pour ça. OK? Avec l'expression de mes salutations les meilleures. Ah non, mais ça, c'est la fin de la lettre. Et là, écoute, Carole, moi, j'ai ça 8 ans après, alors que 6 ans avant, ils s'en vont dans des programmes pour dire « Hein, on n'a pas d'informations, on n'a pas. Puis vous nous les donnez pas. Demandez-les. Demandez-les. Tout le monde peut les avoir encore aujourd'hui, probablement. Ah bon? Ben oui. Ben oui. Suite à ces résultats, j'espère sincèrement qu'un scientifique est en train d'étudier ou un jour étudiera ce rapport et en cherche une application pour aider la population mondiale à manger à sa faim, finalement. As-tu pensé, Carole, si on réussit à faire reverdir, je sais pas comment, de la terre et des herbes en plein hiver, as-tu pensé que ça peut peut-être régler la famine mondiale si on analyse ça scientifiquement? C'est vrai, hein, quand tu regardes ça. Et là, il y a une chose que le monde ne savent pas, c'est qu'il y a un épilogue à ça. Quelques années après, 2 ou 3 ans, il y a un homme aux États-Unis, lui, son hobby, c'est de se rendre sur les lieux où est-ce qu'il y a eu des traces d'ovnis et de photographier ça, puis ça. Et que là, il contacte Page qui l'amène en plein été sur les lieux, à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Okay. Et là, Page, il va me dire, Jean, je capotais. Il dit, le cercle, là, juste où est-ce qu'il y avait le cercle, c'était une jungle. Il dit, les herbes avaient repoussé plus haut que moi, là. Il dit, tu t'enlallais là-dedans, là, puis ça t'aurait pris une machette à la Bob Moran, là, tu sais. Et là, il dit, on entendait en tout cas, des choses comme ça. Là, il capote. Il dit, je regarde. Et là, il dit, il t'avait des fourmis au pouce carré, là, mon homme. Pour vrai? T'as aucune idée. Eux autres, ils se gavaient, là. Dans le cercle? Dans le cercle. Le reste du terrain était une pousse normale. Okay. Pour l'époque, je ne sais pas en quel mois qui a été. Mais dans le cercle, c'était haut. 1 an plus tard. À 1 an ou 2 plus tard. Aujourd'hui, là, c'est des terrains, ils ont construit, donc vous pouvez y aller, là, parce qu'il ne reste plus rien. Mais, c'est quelque chose, là. Les scientifiques d'aujourd'hui vont dire, il n'y a rien eu ici, il n'y a rien encore. Ben oui, mais c'est parce que c'est pas le temps, là. C'était dans le temps qu'il fallait y aller. Mais, hein. Si vous pouvez me permettre une petite intervention rapidement. Vas-y, mon ami. Qui voudrait y retourner aujourd'hui, parce que je sais de quoi que je parle, il faudrait convaincre le nouveau propriétaire des lieux, parce que je pense que lui-même n'était pas au courant de ce qui s'est passé il y a quelques années. Mais je peux pas dire c'est encore... Il y a une trace qui est encore visible, mais c'est comme des grosses taches de différentes couleurs. Donc, c'est plus... D'après moi, c'est plus observable quand que le gazon n'est pas coupé. Parce que les lieux ont changé, hein, je pense que ça fait 30 ans de ça. Donc, ça fait beaucoup. Puis les lieux ont vraiment beaucoup changé. Ils ont construit. Mais là, on ne peut plus rien voir, Jeff, parce qu'aux dernières informations, ça a été construit. Là. Ah, ils ont construit. Si mes informations sont exactes, oui. Je peux vous garantir que c'est pas le cas. Il y a encore une section de terrain qui est très, très, très exploitable. Comment, Jeff, excuse?
j'ai dit, il y a une section du terrain, quand on fait une bonne triangulation, c'est quand même aussi accessible. Ah, oui, OK, oui. vois, Mais là, vois. si t'as un building par-dessus, là... Ah, puis Bruno vient de dire que la ville a changé de nom aussi. Je ne sais pas comment c'est rendu que ça s'appelle. Ah, OK. Là. Ah ben, c'est intéressant. T'as-tu d'autres cas comme ça? Que Oui, tu... ma chère, je te parle du 11 mars 1978, l'OVNI du réservoir Baskatong. Je ne sais pas si vous le prononcez bien. Baskatong? Baskatong. T'as bien raison. Le Baskatong. Baskatong. Écoute, il y a Richard Huot et Jacques Lavoie qui vont vivre leur cas OVNI. Alors qu'ils sont à la pêche à environ 110 000, donc à 177 km au nord de Ottawa, ils voient arriver sur eux un objet qu'ils décrivent comme un objet brillant qui flottait au-dessus du lac gelé dans le plus grand silence. Eux sont là à la pêche blanche là, que l'on appelle. Et M. Lavoie, qui heureusement a un appareil en bandoulière, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent ça, c'est un Asahi Pentax 35 mm, prendra 4 photos de l'engin. Oh, il a pris des photos. Il a pris des photos. Ils sont là, et puis là, ils ont eu la chienne de leur vie. Là. Ils voient ça qui descend au-dessus du lac, prend les photos, et là, l'OVNI avance vers eux. Là, okay. Là ils vont se sauver dans leur auto. Ils pensent même qu'ils sont suivis durant une petite secousse. Et là, à un moment donné, ils se revirent, puis il n'y a plus rien. Ça me dit quelque chose, ça, ce petit cas-là? Christiano, qui est un ami à moi, qui est un ancien bon ufologue, il m'a fait remarquer qu'il y a eu de nombreux cas qui ont été vus là, parce qu'il y a de nombreuses pourvoiries qui sont là, puis c'est noir, puis ça serait assez propice à ça. Écoute, les photos sont tellement précises et calibrées que le grand docteur Alan Hynek offrira aux deux gars de leur payer les photos pour en être le propriétaire. Ah oui? Il a voulu les acheter? Il a voulu les acheter. Et eux, ils vont dire non. Parce qu'eux, ils disent, si lui m'offre un certain montant, écoute... On va aller chercher plus ailleurs. Tu aller chercher plus ailleurs, tu penses? Et là, eux, par contre, ils permettent de se faire photographier avec leurs photos dans le Montréal Star. OK. De l'époque, là, qui n'existe plus. Et là, écoute, là, il y a une enquête OVNI très rigoureuse qui va être entreprise par UFO Québec, malheureusement, qui n'existe plus, par Don Dery. C'est un psychologue à l'université McGill. Oui, on peut être psychologue puis aimer les OVNI. Ben oui. Et Wido Oville. Et oui, c'est ça. Oups, excusez. Aïe, aïe. Et après avoir analysé, finalement, ils vont réussir à avoir les négatifs, les originaux. OK. Ils vont analyser ça avec un appareil scientifique qui s'appelle photomicroscope. OK. ZEISTS Ultrafaux PHOT 111. Okay. Je dis ça parce que pour ceux qui disent que les scientifiques ne font jamais rien, puis que ça n'existe pas. Donc, la marge déclara que les photos étaient absolument authentiques puisqu'elles ne montraient aucun signe de trucage ni de manipulation. Okay. Après s'être rendus sur place, eux, ils vont se rendre sur place pour calibrer les photos par rapport aux photos puis l'environnement sur place. Mm-hmm. Ils vont se rendre compte que l'OVNI était à 1500 pieds d'eux autres. Et proche, là. C'est proche. C'est assez proche. Oui, je connais ça. Je connais ça, proche de même. Oui. C'est ça. J'ai vu des affaires, moi aussi, proches de même. Assez proche, oui. C'est weird, hein? Oui, c'est weird. Puis de les prendre en photo, de les filmer. Oui. Ça m'est arrivé. Je les ai, ces affaires-là. C'est ça. Ça fait jaser, puis le monde pense que je fais du photoshopping, puis tout ça. Puis que ça n'existait pas dans le temps. Puis que je filme des avions aussi. Je me suis fait dire ça. Oui, je sais que tu t'es fait dire ça. Toute évidence, c'était évident. On le voit de côté, en plus. Là, ce que j'ai filmé, ça a passé à 20 pieds au-dessus du clocher de l'église, dans mon coin. Puis tu te dis, j'étais à peu près à 1000 pieds là, de ça. Là. Puis, voyons, c'est ridicule. Tu sais, quand tu veux pas croire... Tu veux pas croire. Tu veux pas croire. Tu veux pas croire. Tu veux pas croire. Non. Tu me critiques. Écoute, le journal Montréal Star, qui, lui, tente de gérer ça pour les deux gars, écoute ça, ils vont refuser 10 000 $ d'une parution qui veut les vraies photos puis les négatifs. Okay. Sais-tu qui? Non.
le Paris Match. OK. Qui aurait fait un article enfin valable sur un vrai cas OVNI que HINEC avait analysé. OK. Mais Montréal Star va dire aux deux gars, là, non, vous allez avoir plus. Finalement, ils n'ont jamais eu plus. Ici, je lance un appel à tous. Si jamais vous connaissez Richard Huot ou Jacques Lavoie, si vous savez c'est qui ces bonhommes-là, si vous savez ce qui demeure, leur téléphone, leur adresse courriel, le je sais pas quoi, contactez-nous. Soit Carole, soit moi, soit Jeff, l'AQ. Parce que j'aimerais ça, avoir ça, ces négatifs-là, pour pas que ça se perde, puis que l'on ait au moins des doubles des photos. Ça, j'aimerais bien ça. Je sais pas s'ils sont encore vivants. Hein? Ça date de 78, 78. Tu dis, ce cas-là, donc peut-être que... Ça fait 40 ans, mais mettons qu'il y avait 30 ans, il y aurait peut-être genre 70 ans. Oui, peut-être. Peut-être qu'ils seraient encore vivants. Peut-être. Si quelqu'un les connaît, s'il vous plaît, contactez-nous. Ben oui, j'aimerais bien ça. Là, on va devoir aller en pause et après, on a notre bon ami Bruno. Yeah. Bruno, on revient tout de suite après la pause. On est de retour. J'ai accroché le piton, je pense, Jean-François. Je t'ai perdu, malheureusement. Je vais voir Chantal en ligne aussi tantôt. Je pense, Chantal, est-ce que tu es là? Chantal, es-tu là? Esprit, es-tu là? Oui, je suis là, Carole, écoute ma voix. OK. Bon, ben Chantal, si tu veux intervenir quand que Bruno va parler tantôt, pas la première partie, mais en tout cas, je vais y poser des questions si tu veux embarquer dans la conversation. Toi aussi, tu es la bienvenue. OK. Alors, cher Bruno Lefebvre, dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe avec toi ces temps-ci? Ben, j'engraisse essentiellement. Mais ça te tente-tu qu'on parle de la NASA? Je n'irais pas ça, moi. Ben oui, habituellement, on a toujours dans nos pages Facebook, il arrive toujours une nouvelle que la NASA a dit ceci ou que la NASA va dire cela. Puis quand on lit l'article, c'est des affaires qui se peuvent pas, là. Tu sais, je veux dire, la NASA confirme la présence d'un extraterrestre à la conférence de presse du président Obama. Puis là, tu vois une photo retouchée dans Photoshop d'un gars qui a de l'air d'un extraterrestre, mais tu sais, dans le fond, c'est pas vrai, tu sais. Mais cette semaine, la NASA a effectivement émis une information réelle que j'ai repris du site de Science et Vie. Donc, on n'est pas dans le National Enquirer ou dans des sites bidons d'Internet. Ça concerne une des 67 lunes de la planète Jupiter, qui se trouve, bien entendu, dans notre système solaire. Jupiter, vous savez, il y a la fameuse tache rouge, des tempête en permanence, c'est ça, puis a reçu en 95 ou 96 la comète Hale-Bopp. Schumacher-Raleigh ou... Schumacher-machin, et que ça a tombé directement sur Jupiter, puis si c'était produit sur la Terre, ben la Terre n'existerait tout simplement plus. Et on parle pas seulement de l'écosystème, on parle probablement de la structure rocheuse, on aurait été probablement vaporisé dans l'espace. Ceci, je vous souhaite Schumacher-Lévy 9. Voilà. 9. Voilà. Donc, la nouvelle de cette semaine, ben, c'est un petit peu du réchauffé parce qu'on avait cru observer à la surface de Europe, finalement, le satellite de Jupiter, qu'on connaît bien parce que dans le film 2010, l'Odyssée 2, on dit, enfin, une sorte d'immanence extraterrestre dit « Tous ces mondes sont à vous, les hommes, les êtres humains de la Terre, tous les mondes qui sont dans votre système solaire sont à vous, sauf Europa. » Et qu'a-t-elle de particulier, cette lune Europa? C'est une boule de glace. C'est tout simplement ça. Au lieu d'avoir une croûte terrestre comme nous, là, qui est de la roche solide, c'est de la glace. Okay. Parce que le Soleil ne fournit pas à la tâche à cette distance-là. Donc, la surface de Europa est recouverte de glace. Et l'intérieur, ce qui est absolument extraordinaire, ce n'est que de l'eau à l'état liquide. Et on a ça à 2 pas de chez nous, là, en orbite autour de Jupiter. La question de savoir pourquoi il y a de l'eau à l'intérieur de cette coquille d'œuf de glace-là, c'est que
je fais un petit détour pour expliquer un petit peu tout ça, là, finalement, à quoi ça rime. C'est que Europa est un satellite naturel, une lune. Elle est petite relativement à Jupiter, qui est absolument immense. Donc, le simple jeu de gravitation et d'angle de rotation de la lune et tout ça crée une énorme friction à l'intérieur de cette lune-là. Okay. Et cette friction-là, c'est de la force, c'est de l'énergie. Et qui dit énergie, dit dégagement de chaleur. Or, la friction, le dégagement d'énergie est tellement puissant à l'intérieur d'Europa que l'eau y est à l'état liquide, contrairement à la surface qui, elle, est exposée au vide de l'espace à 0 degré Kelvin, qui, elle, est une couche de glace. Le télescope Hubble, il y a plusieurs années de ça, attends un petit peu, je vais trouver l'année, enfin ça fait longtemps, avait pris quelques photos d'Europa de loin, puis on avait cru comprendre qu'il y avait comme des geysers finalement. Oui, j'ai vu ça passer, moi aussi. C'est ça. Donc, voyons, c'était en 2012 ça, que Hubble avait pris ces photographies-là. Et il y a une sonde qui est allée vers Jupiter, qui l'a photographiée en 1997, à une altitude de 200 km seulement, ce qui est quand même assez proche, relativement proche de la surface d'Europa. Mm-hmm. Et cette sonde a confirmé qu'il y avait bel et bien des geysers parce que ils ont réexaminé il n'y a pas très longtemps, et là, c'est l'objet de l'article en question que la NASA a publié. Ils ont réinterprété les données qu'ils avaient et s'en sont venus à la conclusion que la sonde, non seulement elle était en orbite passée tout près d'Europa, mais qu'elle a passé carrément au travers d'un jet d'eau, du geyser, d'un des geysers de la planète, parce qu'il y avait telle information. Il faut comprendre que ni Hubble, ni Galileo, en 97, étaient équipés pour faire des prélèvements d'eau ou de glace une fois rendus dans l'espace. Cependant, en 2022, il y aura une sonde qui s'appelle la Europa Clipper, qui, elle, en 2022, va décoller de la Terre pour spécifiquement passer par un geyser, faire de la cueillette d'eau qui est maintenant rendue à l'état de glace et en faire l'analyse directement sur place. Un peu ce que font les fameux rovers là, sur la planète Mars. Ils prennent des échantillons de sol, puis là, ils essaient de voir s'il y a des acides aminés, des bactéries, des choses qui pourraient être sur le bord de devenir de la vie ou de la vie elle-même. Alors, on va faire la même chose, mais en passant au travers d'un geyser dans l'espace qui aura projeté dans l'espace de l'eau venant de l'intérieur d'Europa. C'est un petit peu compliqué, mais des scientifiques se disent la chose suivante. Sur la Terre, la vie est apparue dans les océans il y a très longtemps. Ben oui. La Lune de Jupiter, Europa, est là depuis des milliards d'années et c'est une boule de glace qui a fondu à l'intérieur avec de l'eau. Alors, on se demande peut-être que la vie existe également à l'intérieur d'Europa parce que l'on sait maintenant. Et ça, c'est peut-être une nouvelle que nos auditeurs ne savent pas. On sait maintenant que ce qu'on appelle les blocs Lego menant à la construction de la vie, les acides aminés, par exemple, il y en a des poches de gaz énormes dans l'espace et on a établi une théorie selon laquelle les comètes qui sont faites de glace, on se comprend, de boîtes congelées, peuvent passer par ces nuages-là et finir par tomber sur une planète et y amener ce qui est nécessaire à la vie. L'équation est donc simple. On a Europa, qui est une boule de glace, donc qui a probablement reçu des comètes tout au long de son histoire et qui a peut-être pu développer à son tour la vie en ayant ces fameux petits blocs Lego qui construisent la vie venant de ces couches, de ces ondes d'acides aminés qui sont éparpillés un peu partout dans l'espace. Alors, au pire, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait rien du tout. Au médium, on peut s'attendre à ce qu'il y ait justement les petits blocs Lego qui mènent éventuellement à la vie, que ce soit des acides aminés et autres. Peut-être une vie à l'état bactérienne. C'est toujours ça qu'on dit quand on parle de la vie extraterrestre, de la vie à l'état bactérienne. Et peut-être, et c'est ça qui serait intéressant, de la vie qui aura pu évoluer dans cette lune
de Jupiter à l'intérieur, là où il y a de l'eau. Mais on ne sait pas encore la composition de cette eau-là. Est-ce que c'est une eau qui est salée ou pas? Quels sont les types de minéraux? Est-ce qu'elle est empoisonnée ou pas? Mais ça, on va le savoir en prenant les échantillons avec cette sonde-là qui s'appelle Europa Clipper, qui sera lancée en 2022. Est-ce que ça serait, excuse-moi, est-ce que ça... bon, je l'ai perdu, excuse-moi. Je l'ai perdu. En tout cas, chose certaine. Moi, j'en ai une question. Oui. On parle de glace et d'eau. Il n'y a absolument rien de solide. Il n'y a pas de roc. Absolument, il n'y a aucun roc. Présentement, j'ai pas d'informations là-dessus, mais on sait que toute la surface de Europa est entièrement faite de glace. La question à savoir s'il y a un noyau solide au milieu de tout ça, je ne le sais pas, franchement. Bien, sûrement. C'est toujours même pas une boule de neige de même là, qui tourne autour de tu sais, il y a sûrement quelque chose de solide. Ben, c'est ça. On pourrait approfondir la question, mais ça serait de voir si la NASA a les capacités de faire un radar, entre guillemets, qui peut rentrer dans le sol jusqu'à une profondeur qui correspond à celle jusqu'au centre d'Europa à ce moment-là. OK, je l'ai. Si jamais il y a une forme de vie, est-ce que ça serait basé sur le carbone, comme nous, ou... Possiblement. Est-ce que ça peut être autre chose? Oui, ça peut être autre chose, mais la vie qui est basée sur le carbone vient toujours des océans, ce qu'on a pu constater. Okay. Il y a des formes de vie extrémophiles qu'on appelle. C'est pas des formes de vie très, très développées, là. C'est des bactéries, des choses comme ça qui peuvent survivre dans de l'acide sulfurique qui, normalement, doit décomposer tout ce qui existe. Mais là, il y a des bactéries extrémophiles là-dedans. Il y en a même qui survivent dans des centrales nucléaires qui ont désactivé ces centrales-là. Et il y en a qui vivent dans de la roche et qui, justement, ne sont pas basés sur la réaction du carbone, mais bien sur celle du fer. Okay. Et ça veut dire qu'il y a deux formes de vie sur la planète Terre. Connues. Il y a les formes de vie unité carbone, comme ceux qui ont vu Star Trek 1 le savent, nous, et tout l'ensemble de la vie, et des unités ferreuses. Mais pour l'instant, ce ne sont que des bactéries, des choses très, 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 très minuscules, qui n'ont pas évolué comme la vie a évolué des océans jusque sur la Terre, etc. Mm-hmm. Donc, la question se pose, est-ce qu'on pourra aller faire des parties de pêche blanche sur Europa, ou est-ce qu'on va nous en empêcher, parce que ça va être devenu un parc naturel réservé strictement à l'étude scientifique des écosystèmes ou de l'écosystème. Ou au plus riche. C'est ça, je pensais. Mais lorsqu'on annoncera la chose, on fera le concours et la question sera, la Terre est-elle plate ou la Terre est-elle ronde? Oh Seigneur, parle-moi pas de ça. Si vous passez pas, vous y allez pas. Si vous n'avez pas compris que la Terre est une planète ronde, là... non, attends. Comme disait Jean Cazot, pas moi pas là-dessus. Non, mais de toute façon, si tu regardes dans le système solaire, ben oui, si la Terre est plate, c'est la seule innocente qui est plate. Ben, dans tout le système, voyons donc. Exactement. Voyons, il y a une question de logique, là, quelque part. J'ai envoyé une petite pointe comme ça pour non, Chantal parle pas. Bon. Alors voilà, la question est réglée. La Terre est triangulaire. Évidemment. Non, mais sérieusement, je vais revenir à toi aussi, mon bon ami, parce que toi aussi, tu es dans ce domaine-là. Tu es comme un chercheur, en quelque sorte, comme nous, on l'est. On cherche la vérité. Mais tu as vécu des trucs assez étranges et assez particuliers. J'aimerais ça que tu m'en glisses un petit mot. Il ne reste pas grand temps à l'émission, mais c'est pas grave pour titiller. Sinon, je te réinvite de toute façon. Okay, on va en reparler. On a combien de temps, là? Mon Dieu, on a à peu près 10 minutes. 10 minutes? Il est 43. OK. On parlait tout à l'heure, j'avais compris que notre ami Jean-François, Jean-Sébastien ou Jean-François? Jean-François au téléphone parlait qu'il avait eu des expériences dans lesquelles il voyait des choses en noir et blanc. Ben, moi, ça m'est arrivé aussi. C'est des rêves qui ne sont pas des rêves et qui sont plutôt des songes. Puis, étrangement, ça arrive toujours en noir et blanc. Quand que ça m'arrivait, mais ça m'arrive moins, parce que c'est étalé quand même sur 55 ans. C'est qu'à un moment donné, on peut pointer dans le temps un événement, un autre. Mais c'était ça. C'était, par exemple, une forme de comment est-ce que je pourrais dire? Une espèce de test, je pourrais dire, que j'ai vécu à l'âge de 4 ans. Je pensais que j'étais en train de rêver. C'était en noir et blanc. Je croyais qu'il y avait 3 vampires derrière moi. J'avais 4 ans. Et ils étaient en train de... Je voyais mes petits amis dans la rue qui étaient dans ce songe-là. Et ils voulaient leur faire du mal, les emmener quelque part. Moi, j'ai dit, non, laissez-les aller, prenez-moi.
tout seul, puis on va régler ça. Alors là, dans le songe, les petits amis sont disparus. Et là, le comble de l'horreur, on m'a installé dans une espèce de cercueil avec des piquants dedans. J'avais vu ça dans un film de Abbott et Costello, je m'en souviens encore. Et pour moi, c'était le comble de l'horreur parce qu'il y avait des piquants en dedans, puis il y avait des piquants sur la porte. Alors, quand ils fermaient le cercueil, ben, t'étais devenu un filet mignon prêt à la cuisson, finalement. Alors, belle comparaison. Oui, alors, ils ont refermé le sarcophage, la porte du cercueil, en fait, sur moi. Et puis, il ne s'est rien passé. Il y a eu une attente. Ça s'est suspendu. Puis là, j'étais terrorisé parce que c'est tu sais, à 4 ans, t'es pas dans le vide. Là. Tu peux pas être dans le vide ou être dans une extase mystique en dehors de ce monde et dans la 4e dimension du 8e parallèle de la 14e, tu comprends, ligne. Réalité. Exactement. Alors, et puis ça s'est terminé. Et 20 ans plus tard, très exactement, j'ai revécu le même type d'expérience où il y avait toujours 3 personnes devant moi. C'était en noir et blanc, encore une fois. Et on me montrait, je peux peut-être aguicher les gens pour un prochain entretien, on me montrait une image comme si c'était un film. C'était vu de l'intérieur d'un cockpit d'avion, d'un avion à 1 ou 2 places. Et ce cockpit-là, je voyais qu'il était en train cet avion-là était en train de s'écraser, était en train de piquer vers l'océan. Et là, toujours en noir et blanc, cette image-là était comme un film en noir et blanc. Et les 3 présences derrière moi, qui 20 ans auparavant, je croyais être des vampires, mais là, c'était pas des vampires, c'était que des présences. Ils me donnaient des informations concernant l'image que je voyais. C'était entre l'Angleterre et l'Allemagne ou le continent européen. C'était dans la Manche. C'était vers 1940. C'était quelque chose de diplomatique. Et il y avait ce que j'ai retenu comme étant une musicalité, une petite phrase musicale qui était, et je l'ai retenu, Dieter Spiegel. Okay. Ça se disait comme ça. Là, j'étais incapable de comprendre ce qu'il me disait. Puis la façon dont on me le montrait, c'était comme si on me passait une feuille de papier devant les yeux. Puis que là, je lisais le papier. Puis que là, je disais, OK, j'ai compris. Le papier s'en va. Un autre papier revient à mon attention. Puis là, je suis capable de décoder. Mais il n'y avait pas de papier. C'était juste ce que j'ai déjà dit en parlant. C'était de la pure intelligibilité. OK. Comme lorsqu'on lit un papier, on a une feuille de papier, on a de l'encre, on a des caractères d'imprimerie, on a notre écriture, mais le sens n'est pas dans le dessin ni dans la police de caractère. Le sens est dans ce que ça nous fait comprendre, dans ce que ça évoque. C'était la même chose. Je comprenais comme si c'était écrit avec de l'encre sur une feuille de papier, mais il n'y avait pas le papier ni l'encre. C'est compliqué à saisir d'une shot comme ça, je pense. C'est parce que tu le sens dans toi, la réponse aussi. Ben c'est ça, c'est que tu le vois puis tu le lis. C'est comme si tu regardais, par exemple, le micro dans lequel je suis en train de parler. Et là, ce micro-là, il m'envoie l'information micro. C'est sûr, je sais c'est quoi un micro. Mais là, c'était... Puis je sentais, l'information arrivait, elle avait une forme, elle avait un sens, et c'est ce sens-là que je saisissais. Et lorsque j'ai dit, bon, OK, pour la dernière affaire, là, qui est la musique, là, je vais me la rentrer en mémoire, puis ça va être correct. Alors là, le film se termine avec le splash. Au moment où le splash se fait, pouf, l'image disparaît. Les 3 présences en arrière de moi me demandent, puis c'est-tu correct, as-tu compris? Puis moi, je leur réponds, c'était de la télépathie. Je n'étais pas là en train de parler. Ça a dit, oui, c'est correct. Mais pour la petite affaire, là, je me la mets en tête, là, puis ça va être beau. Fait que là, c'était beau. Et là, Carole, il s'est passé la 2e affaire la plus difficile de toute ma vie. La première a été, quand j'avais 18-19 ans, de me réveiller dans un rêve, à partir d'un rêve, puis de me dire, je me réveille de ce rêve-là. Et j'y suis arrivé. C'était épouvantable. C'est spécial, hein? Oui. C'est d'arriver à s'ouvrir les yeux, finalement, à l'état de sommeil. Et la 2e chose la plus difficile, ça a été de retenir cette mélodie-là, le Dieter Spiegel, parce que c'est comme si je rentrais une information qui prend un ordinateur de 4 pieds de haut, tu sais, de l'époque des ordinateurs frigidaires, rentrait ça dans une canette ou dans une boîte de conserve. Okay. C'était un effort mental absolument incroyable à faire. Et j'ai réussi à le faire.
C'est très intéressant, ça. Ben, merci, mais c'est pas moi. C'est arrivé comme ça. Je ne l'ai pas cherché. Et des années plus tard, je tombe sur ma cousine que je ne vois jamais dans le train, dans le même wagon de Montréal à Québec. Et là, elle est polyglotte. Okay? Dans la vraie vie, là? Dans la vraie vie. OK. Là, je lui raconte ce que je viens de vous raconter en ondes. Et puis, elle me regarde, elle dit, Bruno, Dieter Spiegel, c'est un nom. C'est Dieter Spiegel. Elle me dit, c'est allemand. Spiegel, c'est un nom allemand. Arrête donc. Oui, puis ça veut dire, il y a un journal qui s'appelle Der Spiegel en Allemagne, qui est probablement le miroir ou quelque chose comme ça. Donc, Spiegel signifierait miroir. Là, évidemment, vous pourrez nous écrire pour me corriger. Et Dieter, c'est un prénom. Et moi, à ce moment-là, j'en ai aucune espèce d'idée. C'est pas un nom que tu avais déjà entendu auparavant? Non, absolument pas. Justement. Ça, c'est étrange. Oui. Puis j'ai fait un petit peu de recherche, puis nulle part, il y a un Dieter Spiegel. Fort heureusement, ça veut dire que j'étais un nobody. Parce que je me dis, si j'étais vers 1940, venant de l'Allemagne, allant vers l'Angleterre, quelque chose de diplomatique, je me dis, j'étais peut-être un Allemand durant la Deuxième Guerre mondiale, puis les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, en diplomatie, quelque chose de diplomatique, t'es dans le parti, là, puis t'as le petit casque là, allemand, de soldat allemand, là, puis t'as les petits grades. Ça veut dire que j'étais probablement un soldat allemand, mais un soldat nazi, on se comprend. Mm-hmm. Ça fait mal à l'ego. T'es un pas fin. J'étais un pas fin. Fait que penses-tu que ça m'intéressait, moi, de découvrir que j'étais un assassin, puis un ci, puis un ça? Ou peut-être pas, je ne sais pas. Puis d'autres personnes à qui j'en ai parlé ont fait aussi des recherches pour confirmer. Et puis, il n'y a pas de Dieter Spiegel de disponible dans les archives ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour te dire que l'idée d'avoir des trucs en noir et blanc, c'est quand même... moi, je l'ai vécu à ce moment-là, puis je l'ai vécu à d'autres occasions aussi, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de discuter de tout ça aujourd'hui. Il va falloir qu'on se reparle à quelque part, parce que là, il nous reste 5 minutes. Tu peux continuer d'en jaser. Pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pause après l'émission. Comme ça, nos commanditaires ne perdront pas leur temps d'antenne. Okay. Ils vont l'avoir quand même. Il me reste quelques minutes. 4 minutes. Quel autre cas t'as-tu vécu? Parce que tu m'as parlé d'un moment donné de phénomène de prémonition aussi. Oui, en 4 minutes, je vais te raconter le plus beau rêve prémonitoire, entre guillemets. Il y en a un qui est en noir et blanc et qui s'est passé durant la même expérience. Dans la même période? Oui, dans la même expérience, la même nuit que de ce que je viens de raconter. Mais il y en a une autre qui, elle, est plus... est vraiment plus goulue, là. Elle est vraiment plus giboyeuse. Okay. J'étais en secondaire 5. Je ne savais pas ce que j'allais faire au cégep, en quoi j'allais m'inscrire. Et là, je me mets je rêve. J'ai un rêve. Ce rêve-là était en couleur. Je me trouvais dans ce qui ressemblait un petit peu à l'intérieur de la spirale à la Ronde à Montréal. Moi, la dernière fois que j'avais mis les pieds là, c'était à l'Expo 67. Fait que c'était grand, mais c'est circulaire. Puis tu es dans les airs, très haut dans les airs, puis tu as une grande fenestration. Alors, j'étais comme à l'intérieur d'un truc comme ça, mais les fenêtres étaient à angle. Autrement dit, j'étais comme dans une soucoupe volante, on va se le dire. Et au sol, vers le centre, où il y avait une espèce de truc central qui tient tout, une espèce de poteau central, il y avait de gros coussins d'à peu près 1 mètre carré, un peu plus, très épais, de différentes couleurs, sur lesquels tout le monde était assis. Et par les grandes fenêtres, je voyais les étoiles. J'étais dans l'espace. OK? Wow. Donc, le rêve se termine comme ça. Tu sais, j'ai fait un rêve bizarre avec des coussins de toutes sortes de couleurs. OK? Dans une soucoupe volante dans le ciel. Mais je suis en secondaire 5, je ne m'intéresse pas vraiment à ça encore. Et le vaisseau de Raël, finalement? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Il était vide, le sien. Oui, t'as-tu déjà vu ça, Chantal, le vaisseau de Raël, toi? T'as-tu déjà été dedans? Non, parce que dans ma tête, des coussins multicolores, là, je pense au Raël et... Claude Vorillon. Michel Love, là. Oui. Ben, c'est ça. Avec des fleurs partout. Oui. Alors, rapidement, je m'inscris en communication au Cégep de Limoilou. On entre dans le local de 3005 à l'époque. Ça va trahir mon âge pour les gens qui sont présentement en communication. Et dans le local, dans la partie principale du local, il y a le tapis au sol, gris. Et il y a du tapis sur les murs. Et par terre, sur le long des murs, il y a de gros coussins d'environ 1 mètre,
très épais, 1 mètre et plus, de toutes sortes de couleurs. Okay. Alors, j'ai eu une prémonition directe du local de communication dans lequel on s'assoyait puis on faisait les cours parce que ça faisait partie de la technique de communication, de nous faire travailler le coco. Donc, on s'assoit sur des coussins à terre, puis cours de créativité, c'était la cour d'école à la maternelle. Et les étoiles et la soucoupe volante, c'est pas compliqué. La première année de cégep, je me suis intéressé à l'émission de Carl Sagan, Cosmos, que tout le monde connaît, qui était diffusée à Radio-Canada. Je venais de voir en secondaire 4 Vivre sa vie de Jacques Languirand. Ça m'avait intéressé, mais ça n'avait pas explosé encore. Mais c'est à ce moment-là, durant mes études au cégep, que là, la lumière, je pourrais dire, a allumé. C'est là que le déclic s'est fait, que j'ai commencé à m'intéresser, mais de façon extrêmement... c'est comme si je venais de trouver là, une voie. Là. Il y avait quelque chose là, qui me sortait de la platitude ordinaire de la vie de gars de polyvalente qui arrive au cégep. Donc, il y a eu une grande explosion et là-dessus, il y a eu l'intérêt pour les ovnis et tout ce qu'il y a autour. Donc, tout ça, c'est comme mis en place dans ce petit rêve prémonitoire-là, qui a de l'air de rien, mais qui m'expliquait ce qui allait arriver dans les 3, 4, 5 prochaines années. Mais je trouve ça fort intéressant. De toute façon, il va falloir que tu reviennes parce que tu fais partie de mon monde à moi, dans le fond, pour le Zone Parallèle, ainsi que Jean Morissette. D'ailleurs, on doit terminer l'émission là-dessus, mais je désire remercier Bruno Lefebvre, Jean Morissette. Merci, Carole. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Ma sœur Chantal Lauzé, Jean-François Primeau, que j'ai perdu en cours de route parce que je pense j'ai pas été capable de prendre 2 lignes en même temps. Ça ne fonctionne pas. La semaine prochaine, je reçois Jean Lavergne d'OVNI Show et Steve Zuniga avec sa chronique « As-tu vu ça? » Ne manquez surtout pas ça. Et dans quelques minutes, restez à l'écoute pour l'émission Code F3.0 avec Sabrina Lachance. Je ne sais pas si Sabrina est arrivée en studio parce que la porte est fermée, donc je ne vois pas si elle est en onde cet après-midi. Sinon, merci beaucoup infiniment et merci beaucoup aussi à tous les auditeurs, les 60 000 auditeurs qui écoutent la station en général. Et on a, comme j'ai dit en début d'ouverture, en début d'émission, c'est qu'on est des milliers à nous écouter. Je trouve ça extraordinaire, fascinant. Je suis très contente de voir que vous appréciez ça. Je me répète peut-être, je radote, mais j'aime ça radoter. Mais en fait, je ne peux pas ne pas vous remercier grandement. Les podcasts. Non, effectivement, à part les podcasts, parce que les podcasts aussi seront ouverts ensuite après chaque émission. En plus, c'est pas calculé nécessairement là-dessus, ceux qui le téléchargent. Alors, Sabrina s'en vient dans quelques instants. Manquez pas ça. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye.